bonjour à tous. Merci. Waouh. Merci d'être là. Alors, évidemment, attendez, je vais enlever ça, pas de distraction. Évidemment, vous pouvez m'interrompre. Si vous avez une question, il n'y a pas de souci, je ne me formalise pas, n'hésitez pas. Récapituler un parcours, c'est pas toujours facile, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, je m'appelle Alexandre Dachary, de mon vrai nom, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai du mal encore, j'ai passé la dizaine, c'est dur. Et je travaille à ZT Productions depuis fin 2015. Je suis passé par une autre société avant, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Eclipsia, qui est un peu tombée en désuétude maintenant, mais qui existe toujours. Donc j'ai commencé courant de mes études supérieures, puisque moi j'ai arrêté mes études supérieures en cours pour rentrer dans le milieu du streaming. J'ai commencé en 2012 avec Eclipsia justement. Et donc je faisais un peu comme vous des études sup dans une école spécialisée qui est à Paris La Défense. Et comme vous, on avait des projets avec des vraies entreprises. Donc je pense que c'est très positif que vous soyez là et que vous fassiez ça chaque semaine. Je vois déjà... Ah, pardon, si je peux parler un petit peu fort. Bien sûr, on va essayer. Voilà, donc comme vous, on avait des projets, je trouvais ça très cool. Et justement, on avait aussi des stages, vous n'y êtes pas étranger. Et mon stage de M1, c'était Eclipsia, justement. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, comment ça s'est passé? Moi, je suis rentré à Eclipsia comme créateur de contenu. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un créateur de contenu, c'est le grouillot qui écrit des articles sur n'importe quel site web. Voilà. Donc, je vous souhaite tous de passer par là, c'est très formateur. Et je suis devenu rédacteur en chef du site au bout de 3 mois et j'étais encore stagiaire. Voilà. Donc, je manageais des employés en tant que stagiaire. Ça s'est passé comme ça, parce qu'Eclipsia, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été créé en avril 2012. Et à l'époque, on était 7, je crois, quand on est arrivé. Et donc, du coup, il fallait bien mettre les gens qui étaient dispo là où on pouvait. Et donc, il n'y avait pas de rédac chef. Et voilà. Et du coup, de fil en aiguille, comme vous le savez sûrement, j'ai commencé avec Max Exari, qui était avec moi en stage à l'époque. Et on a créé du contenu, on a créé des vidéos, notamment sur Dota, si certains connaissent ce jeu et l'apprécient, je vous le souhaite. Et donc du coup, de fil en aiguille, on a commencé à se lancer avec Eclipsia dans tout ce qui est YouTube et streaming, puisque c'était la mode à l'époque. Vous avez peut-être suivi et suivi peut-être encore des influenceurs comme Ponfétude ou Chips et Noix, qui étaient légion à l'époque, qui le sont peut-être plus autant aujourd'hui, mais qui sont toujours très présents sur le marché. Et je suis resté avec Eclipsia donc de début 2012 jusqu'à fin 2015, où j'ai enchaîné plusieurs postes, donc rédacteur en chef au début, puis je suis devenu responsable des programmes, c'était le grand poste que j'ai occupé. Donc responsable des programmes, ça impliquait quoi? Ça impliquait de manager les équipes de streamers qui étaient présentes là-bas, de gérer des concepts de programmes Web TV, et de se débrouiller pour que tout le monde ne se tire pas dessus, parce que c'était un peu le nerf de la guerre à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé des émissions que vous connaissez peut-être ou pas. Si vous ne connaissez pas, je pense que c'est formateur de regarder pour plusieurs raisons, parce que ça va vous permettre de voir des trucs très très vieux, très mal faits, en 480p, très moche. Probablement dispo que sur Dailymotion aussi, donc voilà, si le cœur vous en dit. Vous pourrez retrouver des émissions comme à l'époque les EC Arena, les Coraya de Jiraya, les Eclipsia Family, les On est connecté. Voilà, toutes ces émissions sont des émissions que j'ai participé à conceptualiser à l'époque. Et il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Et voilà, je me suis retrouvé donc au bout d'un moment à devoir cumuler les 2 postes de rédacteur en chef, donc responsable de la ligne éditoriale et des journalistes, et de responsable des programmes. C'est ce qu'Eclipsia a appelé le production manager. Donc voilà, si vous regardez Twitter, des fois vous m'avez sûrement vu faire des blagues à ce sujet. Parce que le production manager, grosso modo, c'est celui qui embêtait tout le monde dans la boîte pour que le travail soit bien fait dans les temps et qui se faisait tirer dessus par le management. Donc je devais défendre les intérêts de l'équipe technique du staff et je devais défendre les intérêts des streamers et des journalistes, ce qui est forcément, comme vous vous en doutez, un peu compliqué parce que défendre tout le monde, c'est jamais super facile. Donc voilà, et j'ai occupé ce poste jusqu'à fin 2015 à mon départ, où j'ai rejoint Adrien, qui lui s'était déjà lancé en solo, donc je suppose que vous le connaissez. J'ai peut-être pas besoin de le présenter, donc Zerator. Zerator, il s'est lancé en solo, il est passé par plusieurs structures, hein, je pense que vous l'avez suivi, il est passé par AA, Millennium, O-Gaming, etc. Mais il s'est lancé en solo post-Eclipsia en janviie 2012. Et donc du coup, ce que je fais aujourd'hui, ça inclut beaucoup de choses, peut-être certaines dont vous n'êtes pas trop au courant d'ailleurs. Très beau t-shirt là-bas d'ailleurs, ça, très bon choix. Donc Zerator, il a lancé une société qui s'appelle ZT Productions, pardon. Donc ZT Productions, c'est une société de production vidéo et de streaming, tout simplement, ça vous en doutez, c'est le cœur de notre métier, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est une société qui fait essentiellement des formats vidéo sur Internet et de l'événementiel. Mais c'est une société qui a tendu à se développer petit à petit.
Et donc, depuis un certain nombre d'années, on se lance dans d'autres projets. Donc, si vous avez déjà entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Rudy, notamment sur les réseaux, c'est lui qui gère vos t-shirts en général, on a lancé avec lui une société qui s'appelle Individuals, qui est responsable de produits dérivés. On fait des produits dérivés pour plein de streamers du marché. Voilà. On a lancé autre chose aussi, vous connaissez sûrement un petit studio qui s'appelle Unexpected, voilà, qui est un studio de développement de jeux, qui était le gros, je sais pas comment dire, le gros projet passion d'Adrien, qui voulait s'essayer à autre chose que le streaming à côté et qui était intéressé par le processus créatif. Donc moi je viens d'ailleurs du milieu du game design, hein, si jamais, donc si certains d'entre vous ont des petites questions à ce sujet, je ne suis pas expert en la matière, plus maintenant, mais en tout cas si jamais vous voyez qu'on peut se reconvertir aussi. Et on a lancé à côté d'autres sociétés, donc si certains d'entre vous connaissent ZQSD Productions, qui est une société lyonnaise, je crois que certains sont venus donner des cours ici d'ailleurs, ZQSD Productions c'est une société spécialisée dans l'événementiel, et c'est eux qui gèrent tous nos projets en salle. Donc tous nos projets en salle comme la Trackmania Cup, comme Zilan, c'est avec eux évidemment qu'on fait nos prestations à Lyon eSport aussi, puisque une partie de leur staff est derrière le eSport. Et avec eux, on a monté une agence de talent qui s'appelle The Agency. Ça, je ne sais pas si vous en avez forcément entendu parler, parce que ça a plutôt vocation à être B2B et pas très B2C comme société. Mais l'objectif de The Agency, c'est de fournir des prestations clés en main à des studios en général, plutôt des studios de développement de jeux intéressés. Donc parmi nos clients les plus connus, on a des grands classiques, hein, Ubisoft, Blizzard, Xbox, ce genre de clients. Et on leur fait des prestations clés en main, en studio ou non, avec des streamers pour mettre en avant les produits de leur choix. Voilà, et donc forcément l'intérêt de cette association, c'est que ZQSD apportait toute la connaissance et l'expertise technique, puisqu'eux ils savent gérer des scènes, des prestations studio, des choses comme ça, et avec Adrien on a apporté toute la partie influenceur, parce que forcément moi, mon travail depuis 2012, c'est d'être en relation avec la plupart des influenceurs du marché et, dans la mesure du possible, de leur donner du boulot si je peux. Voilà. Et à côté, on a lancé d'autres petites sociétés, enfin voilà, on fait des petits trucs, on a une boîte de presta web, des trucs plus nichés, plus discrets, mais grosso modo, tout ça pour dire que derrière ZT Productions, qui est l'entité principale et celle pour laquelle on est connu, qui fait du streaming pur, il y a d'autres projets qui parfois n'ont rien à voir et qui servent justement aussi pour nous à déjà faire des tests. Parce qu'être entrepreneur, ça s'apprend aussi, et du coup, des fois, on tente des choses et on se plante. Parce qu'on s'oriente aussi sur des projets où on n'a pas une maîtrise totale et on ne connaît pas tous les tenants aboutissants, on tente des associations, voilà, on fait des choses. Et c'est aussi formateur, donc si certains d'entre vous ont la volonté d'entreprendre, déjà je vous souhaite bon courage, parce que c'est pas si facile, mais surtout, osez, faites-le, parce que vous allez apprendre plein de trucs. Et de toute façon, si vous ne réussissez pas du premier coup, vous réussissez peut-être du deuxième ou du troisième, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà, il faut tenter, il ne faut pas hésiter. Et je pense que Adrien et moi, on sommes la preuve, parce qu'on s'est tous les deux bien ramassés avant de réussir, et donc voilà, je pense que vous ne pouvez qu'apprendre en faisant ça. Et je vous souhaite de réussir, bien sûr, mais en tout cas, ayez les ambitions à la mesure de vos projets, et gardez à cœur de vous lancer le plus possible. Et donc voilà, du coup on est aujourd'hui dans une sorte d'écosystème qui est un peu hybride. Et donc moi, pour résumer mon travail aujourd'hui, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, je me présente comme co-gérant de ZT Productions et certains vont m'appeler l'associé de Zerator, ce qui est assez vrai. Moi je dis souvent que Zerator c'est Batman et que moi je suis Alfred. Je pense que c'est une comparaison assez honnête. Mais grosso modo, mon travail au quotidien, il implique de gérer, enfin de co-gérer, parce que Adrien reste le gérant, mais de co-gérer l'ensemble des sociétés dont je viens de vous parler. À l'exception de The Agency, qui est une association avec ZQSD Productions, où là, la gestion est vraiment partagée. Mais sur les autres sociétés dont j'ai parlé, donc ZT Prod, Unexpected, Individuals, etc., je fais la plus grosse partie des processus administratifs. Donc mon travail, il inclut plein de choses, des choses très rébarbatives et pas très fun. Donc parmi elles, répondre à tous les mails. Si vous nous envoyez souvent, c'est moi qui vous réponds, même si je ne signe pas avec mon nom. Ça peut être gérer l'ensemble de notre carnet de clients, négocier nos prestations commerciales, gérer nos déplacements à la logistique, voilà. Et ça peut être des trucs beaucoup plus conceptuels comme imaginer des nouveaux concepts à l'année comme The Events par exemple. The Events est un bon exemple. The Events c'est un événement qu'on a monté de toutes pièces avec Adrien et sur lequel je l'ai aidé à conceptualiser l'ensemble. Zilan est un autre exemple. Voilà, donc ça inclut un peu tout ça, et ça inclut une partie très administrative et très peu fun,
Mais si vous entreprenez, vous y serez aussi confronté, et je vous le souhaite aussi, parce que c'est très formateur d'une certaine manière. Mais du coup, gérer tous les process administratifs autour de ce qui est contractuel, des prévoyances santé, voilà, des mutuelles d'entreprise, tout ça est passionnant. Et si un jour vous vous y confrontez, là, bonne chance. Voilà. Et donc du coup, alors, résumer ce qu'on fait en termes d'activité, là où c'est pas facile, c'est que si vous suivez Zerator quotidiennement, parce que c'est lui la star, c'est en général lui que les gens regardent et c'est son contenu qu'ils connaissent, vous aurez sûrement remarqué que depuis quelques années, on a à cœur de développer l'événementiel. C'est notre gros projet, déjà parce que ça nous amuse, aussi parce qu'on trouve ça intéressant pour le public. Le streaming, je pense que vous le savez, ça repose un peu sur une bulle où pour évoluer dans notre activité, on est aussi très dépendant de nos spectateurs, donc de votre soutien entre autres, financièrement, puisque ce qui nous permet de vivre au quotidien et de développer nos projets, c'est en majorité, hein, pas que évidemment, mais c'est les dons, les abonnements, et après évidemment il y a toutes les rémunérations pour les prestations commerciales qu'on fait, événementielles, etc. Mais on se repose beaucoup sur l'appui des spectateurs. Et du coup, dans ce cadre-là, forcément, on trouve que développer l'événementiel, c'est une tangente intéressante parce que c'est un peu rendre aux spectateurs ce qu'ils nous donnent. Ça permet de dynamiser la programmation à l'année, puisqu'on fait de la production audiovisuelle toute l'année, mais la majorité de l'industrie du streaming, elle repose à quelques exceptions près, puisqu'il y a des émissions plateau aujourd'hui sur du stream en fond vert, dans une pièce, souvent en solo. Donc ça, bon, c'est très chouette et on peut faire des très beaux concepts avec. On a essayé, il y en a qui aujourd'hui sont encore en cours, d'autres qu'on vieillit, qu'on réinstaurera peut-être, qu'on renouvellera, d'autres qui vont naître. Mais en termes de complexité technique, c'est pas forcément le truc le plus difficile à mettre en place. Et puis surtout, au bout d'un moment, je pense qu'en tant que spectateur, on a vite fait le tour. Donc l'idée pour nous, c'est de développer le plus d'événements sur scène possible, que ce soit des événements créés par nous-mêmes ou que ce soit en participant aux événements des autres. Et donc depuis, je dirais, 3 ans maintenant, peut-être un peu plus, peut-être depuis la première Trackmania Cup en salle, qui était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on a à cœur, dans l'année, d'avoir au moins 3-4 grosses interventions sur scène, créées de toutes pièces par nous, et de participer à celles des autres dans la mesure du possible, pour dynamiser tout simplement l'année pour les spectateurs, pour aussi, pareil, se tester, créer des concepts, nous obliger à faire des choses nouvelles. Et voilà, et c'est ce qu'on va continuer de développer dans les prochaines années, je pense, le plus possible, parce que l'idéal pour nous, à terme, c'est que l'événementiel représente, si ce n'est la plus grosse partie, en tout cas presque une bonne moitié de ce qu'on fait, parce qu'on trouve que c'est vers ça qu'on doit tendre à évoluer. Nous, en tout cas, c'est la patte qu'on veut donner à notre société, tout simplement. Voilà, et du coup, moi j'essaye de faire le lien entre tous ces éléments-là, ce qui n'est pas toujours facile, parce que si jamais, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la composition de ZT Productions en backstage, mais ZT Productions, pendant très longtemps, on n'a été que 2, donc Adrien et moi-même, et aujourd'hui on est 3, mais le troisième c'est un technicien pur, c'est un graphiste vidéomaker. Donc voilà, pour gérer tous ces process-là, grosso modo, au quotidien, on n'est que 2. Et dans la plupart des entreprises dont je vous ai parlé, Unexpected étant l'exception, puisque là il y a une vraie équipe de développement avec des développeurs, des graphistes. Vous connaissez sûrement, vous avez sûrement eu des cours de trucs, modélisation 3D, animation, rigging, voilà, développement dans plusieurs langages. À part cette équipe-là, en général, les sociétés qu'on a nous, ce sont des entrepreneurs et nous deux. Voilà. Donc on est souvent 2-3, voire 1. On a des toutes petites structures qui sont en fait autosuffisantes et qui essayent le plus possible de se développer, mais en fait, paradoxalement, dans notre cas à nous, se développer ne veut pas toujours dire recruter, étonnamment. Voilà, on développe notre champ d'activité, on développe le nombre notre panel de clients et de prestations, mais en général, on ne recrute pas tant que ça. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez, je sais pas si c'est unique, mais en tout cas, je sais qu'on reçoit un certain nombre de candidatures et je vois que nos collègues ont tendance à grandir beaucoup en termes d'effectifs. Je constate que nous, pas trop. Donc justement, c'est là où moi j'arrive et que je galère parfois un peu. J'essaie de faire le lien entre tout ça du mieux que je peux et peut-être qu'un jour j'y arriverai plus tout seul, mais donc pour l'instant j'essaie de tenir le bateau. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc pour présenter mon parcours, globalement il y avait ça. J'ai pas un parcours si surprenant que ça, dans le sens où je suis arrivé au début. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu que l'industrie du streaming notamment a pas mal évolué et est devenue très saturée en très peu de temps.
Et forcément, nous qui étions là au tout départ, quand il n'y avait pas d'argent à se faire et qu'on faisait du contenu juste par passion pour d'autres passionnés, on a pu trouver une place peut-être plus facilement à l'époque que ça ne l'est devenu aujourd'hui. Et du coup, on essaye de développer cette industrie du mieux qu'on peut, mais les places sont peu nombreuses. Et voilà, surtout nous, on varie les secteurs d'activité dans lesquels on s'engage aujourd'hui. Et en fait, résumer mon parcours n'est pas si compliqué que ça, puisque comme je vous le disais, moi j'ai eu un parcours assez fluide, c'est-à-dire que j'ai été dans 2 sociétés différentes, j'y suis resté un certain nombre d'années à chaque fois, et pour l'instant tout roule, parce que en fait, quand on fait partie des pionniers et qu'on a cette chance, parce qu'on sait que c'est un privilège, on peut développer un peu les activités qu'on veut comme on veut, en tout cas faire des tests. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, parce que le but c'est aussi de rendre au public quelque chose qui est pertinent. Ça, c'est vous qu'on êtes les juges souvent, et les réseaux sociaux savent nous tacler quand on se plante, n'est-ce pas? Mais voilà, donc du coup, forcément, je ne suis pas passé par moult péripéties, comme certains dans ce milieu ont sûrement vécu. Je pense que la plus grosse péripétie qu'on a eue en commun avec Zerator, et peut-être que ça en rassurera certains d'entre vous, c'est qu'on a tous les deux eu le bac que du 2e coup. Et je crois pas qu'on a eu de mention ni l'un ni l'autre en plus. Donc voilà, c'est histoire de vous dire que même si sur le papier, des fois, on part pas forcément gagnant, en fait, on peut trouver sa place, et derrière, tout dépend de comment vous faites mûrir les opportunités que vous avez. Donc ça, c'est mon retour personnel sur votre formation, et notamment ce dont j'ai pu discuter avec votre responsable pédagogique et votre directrice. Vous avez la chance d'être dans une école où on privilégie les projets concrets donnés par des entreprises. Si j'ai bien compris, vous avez des projets hebdo avec des rendus à l'oral, etc. Je suppose que c'est pas toujours évident, mais croyez-moi, c'est formateur parce que vous allez en avoir un paquet après. Et que c'est un peu le nerf de la guerre. Se faire une place dans ce milieu-là, si c'est ça qui vous intéresse, c'est convaincre que vous avez quelque chose à apporter, c'est arriver à vendre vos produits, et surtout c'est arriver à défendre votre image face à d'autres gens qui ont la dalle, hein, je vous le dis direct. Donc c'est bien que vous soyez entraîné tout de suite, et surtout c'est bien que vous ayez un contact client direct, avec des livrables, avec la pression que ça implique, parce qu'il n'y a rien de plus concret que ça, et ça, sur votre CV et en entreprise, c'est le truc numéro 1 que vous devez défendre. Voilà, et donc si je peux vous donner un conseil, vu que vous bossez sur des projets toute l'année et pendant plusieurs années qui sont concrets, faites-vous des books et surtout soyez proactifs. Parce que nous, on nous demande souvent comment intégrer cette industrie. J'ai pas de clé à vous donner particulièrement pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de formule magique. Parce que c'est comme si vous demandiez à un acteur hollywoodien comment on devient une star du cinéma. Il va vous dire, je sais pas, passe des castings, fais un truc quoi. Et moi je vais vous répondre la même chose, faites des trucs. C'est-à-dire montez des books, faites des projets annexes en dehors de votre école. Moi, c'est comme ça que j'ai été repéré. Avec Max, c'est comme ça que tous les animateurs du milieu qui sont influents aujourd'hui ont été repérés, en fait. On avait tous des petits boulots ou un parcours d'études qui était en cours. Et en fait, c'est en faisant du contenu à côté, très souvent, par nos moyens et un peu à l'arrache. Surtout que si vous regardez à l'époque, à mon avis, des trucs pas glorieux. En général, j'évite d'y retourner parce que ça me fait un peu la honte. Mais mine de rien, c'est comme ça qu'en fait vous allez vous démarquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, j'ai l'impression, attendent que l'opportunité tombe un peu pour se lancer. Non, moi je vous dis, lancez-vous. Lancez-vous maintenant, parce que, encore une fois, vous réussirez peut-être pas du premier coup, vous allez peut-être même totalement vous planter, mais au moins vous ne pourrez pas regretter de ne pas avoir tenté, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que, encore une fois, c'est un process. Il y a aussi beaucoup de gens qui oublient que nous, avant d'avoir un pied dans cette industrie, on a streamé pour 0 personne pendant parfois 2 ans intégraux, sans retour sur investissement du tout. Et forcément, comme l'industrie a monté aujourd'hui et qu'elle marche fort, il y a beaucoup de gens qui aimeraient récolter les fruits de leur travail très très vite, et qui oublient que ceux qui étaient là avant, on a parfois mis beaucoup de temps à avoir un tout petit truc en récompense, et qu'aujourd'hui, on a la chance, encore une fois c'est un privilège, on le sait, et on est reconnaissant d'être plutôt bien placé dans cette industrie, mais voilà, ça fait moi bientôt du coup, ça va faire, vu que j'ai commencé techniquement en 2011, mine de rien, dans pas si longtemps que ça fera 10 ans que je travaille dans cette industrie, et j'étais déjà dans le jeu vidéo avant, donc ça rajeunit pas, mais surtout ça prouve aussi que
Alors, à moins que vous soyez un génie absolu et que vous ayez la technique, et je vous le souhaite, hein, tant mieux pour vous, mais ça prend du temps, tout simplement. Voilà. Donc, il faut aussi être un peu patient et il faut s'armer de courage et vous démotivez pas. Voilà. Alors après, comme mon parcours est vite résumé, je peux en revanche, si vous n'avez pas de questions en attendant, vous parler de ce qu'on développe au quotidien, mais surtout en termes d'événementiel, parce que c'est souvent ça qui intéresse les gens. Je pense que les 3 événements pour lesquels on est le plus connu, nous, avec Zerator et ZT Productions, ce sont la Trackmania Cup, ZLAN et The Event. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît l'historique de ces événements et comment ils sont faits en backstage, parce qu'on pourrait s'y tromper, mais c'est pas toujours aussi compliqué que ce qu'on croit. Ça l'est dans une certaine mesure, mais c'est des choses sur lesquelles peut-être vous serez amené à travailler un jour, avec vos propres projets ou d'autres événements. Alors la Trackmania Cup, c'est un projet qui date maintenant d'il y a, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 ans. Corrigez-moi peut-être, hein, j'avoue que j'ai pas toujours l'historique en tête, parce que moi c'est le seul projet d'Adrien sur lequel je suis arrivé un peu en cours de route. Donc c'est un projet qui est né sur Internet, tout simplement, comme beaucoup de nos projets à nous, qu'on a lancé, que lui a lancé à l'époque avec ses petites mains, juste parce qu'il était fan du jeu. Le principe est simple, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je le résume quand même. Donc Trackmania est un jeu de course de voiture, tout simplement. Le concept, c'est que Adrien crée les circuits lui-même et que les joueurs qui participent à la compétition roulent sur ces circuits. Et là, après, il n'y a pas de secret, le meilleur gagne, hein, tout simplement. Donc celui qui pilote le mieux jusqu'à la fin de la compétition est déclaré vainqueur. Ce qui était rigolo, c'est que l'objectif, comme souvent avec Adrien, c'est d'aller à contre-courant avec cet événement, encore une fois. Pourquoi Trackmania est un choix intéressant? Parce que certains se posent peut-être la question, Trackmania, c'est vrai que c'est un jeu de niche, c'est un jeu qui marche mieux que ce qu'on croit, mais c'est pas le jeu le plus répandu en termes e-sport, et je pense que beaucoup se disent aujourd'hui qu'il doit beaucoup à Zerator, ce qui est peut-être pas totalement faux, mais c'est un choix qui est intéressant parce que c'est un jeu qui est tout public, déjà, c'est la première chose. C'est un jeu sur lequel faire du spectacle est facile, parce que qu'on soit un joueur aguerri ou un néophyte absolu, on voit tout de suite si quelqu'un fait un truc chouette sur le jeu et si c'est impressionnant, si c'était difficile à réaliser. Du coup, l'avantage de ça, c'est que on peut donc créer du spectacle facilement pour peu que les circuits soient bien designés. Et surtout, c'est un jeu qui peut devenir familial. C'est-à-dire que nous, il y a un schéma qu'on voit se reproduire depuis plusieurs années et qui nous surprend, mais agréablement, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui viennent avec leurs enfants. Et ils sont contents parce qu'en fait, ils ne passent pas 4 heures à rien comprendre de ce qui se passe sur l'écran. Ils arrivent juste à s'amuser et prendre plaisir à regarder la compétition comme leurs enfants. Et c'était un peu, c'était pas l'objectif à proprement parler, mais c'était un peu l'une des raisons de ce choix. Et c'est en ça que c'est un choix pertinent, c'est que oui, il y a des jeux qui marchent, qui sont dans les tendances. Je suppose que vous ne pouvez pas travailler dans cette industrie sans connaître League of Legends, Fortnite, Minecraft et j'en passe. Et c'est des très bons choix pour orienter ces projets, mais il n'y a pas que ces jeux-là. Et donc nous, justement, l'intérêt avec la Trackmania Cup, c'est de prendre le truc qui n'était pas le plus évident pour développer quelque chose de fun, de convivial et possiblement de fédérateur. Et donc c'est un événement qu'on a tendance à répéter, qu'on essaye de renouveler le plus possible. C'est pas évident parce qu'il commence à être vieux cet événement. Donc vous l'avez vu cette année, la grosse nouveauté, c'était que les gens jouaient en duo et plus en solo. Et voilà, donc c'est un événement qu'on a eu à cœur de faire en salle depuis 2016, donc, parce qu'on trouvait qu'il y avait aussi ce côté où, dès qu'on fait une compétition et qu'il y a ce côté un peu chaleureux, comme celui qu'on peut retrouver dans tout simplement la Coupe du Monde de football ou ces choses-là, qu'on peut avoir tendance à rassembler facilement et à créer une émulation, on trouvait ça sympa de le faire en salle. Et donc voilà, on est parti, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'historique, d'une petite salle à l'origine. Alors, la première fois qu'on a fait Trackmania Cup en salle, c'était au Grand Rex de Paris. Mais au tout début, on n'avait pas du tout la grande salle du Grand Rex. Si jamais vous êtes passé à côté de cette anecdote, on a juste eu un énorme coup de chance. Je le retranscris peut-être pas parfaitement parce que c'est pas moi qui ai négocié ça, en l'occurrence c'est cette QSD, mais à la base on était dans la petite salle. On avait rempli, on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'à l'époque, faut se remettre dans le contexte, à l'époque faire des événements en salle c'était déjà rare. Quand on était un influenceur indépendant, encore plus rare, voire inexistant, alors arriver à la remplir assez vite en étant plusieurs centaines, ça paraissait déjà démesuré. On n'était pas du tout dans les sphères actuelles. Et il se trouve que ceux qui avaient la grande salle du Grand Rex à la même date que nous ont annulé leur venue 2 semaines avant.
Et ça tombait bien, parce que nous, on espérait avoir plus grand, du coup, vu qu'on avait réussi à remplir la petite salle, qu'on se disait que c'était chouette. Et les mecs du Grand Rex, ils étaient très contents de pouvoir refourguer leur grande salle à quelqu'un et de ne pas se faire annuler une date. Donc du coup, ils nous ont donné cette grande salle, et c'est comme ça qu'on a fait une première vraie belle salle, grâce au public évidemment, mais voilà, c'était aussi un peu un concours de circonstances. Et donc c'est un événement qu'on a eu aussi à cœur de répéter en salle dans des villes différentes, et ça c'est un point important, parce que c'est, je crois, le seul événement qu'on fait qui tourne beaucoup. Parce que vous n'êtes sûrement pas étranger à ça non plus, mais dans notre milieu, dans cette industrie, beaucoup des événements, des projets, des entreprises sont basés soit à Paris, soit à Lyon. On est à Lyon aujourd'hui. Hein. Et bah, voilà, dès qu'on sort de ces deux villes, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on est un peu chauvin, on a à cœur d'avoir le plus de choses possible à Montpellier, bien évidemment, parce qu'en plus on a la tête dure. Mais c'est pas toujours possible, et on se dit aussi qu'il y a des gens qui sont peut-être très contents des fois de pouvoir accéder à des événements comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer dans toute la France. Et c'est pour ça que la Trackmania Cup cette année, c'était à Strasbourg par exemple. Je suis pas sûr que ce soit une ville où il y a eu beaucoup d'événements de ce type avant. Mais accessoirement, Strasbourg, c'était aussi la ville où il y a le plus grand zénith de France, si vous ne le saviez pas. Voilà. Donc on a eu la chance d'avoir pour l'occasion. Et donc voilà, cet événement a grossi bien plus que ce que nous avions imaginé. Je pense aussi et beaucoup parce qu'Adrien s'amuse à faire les circuits les plus improbables possibles et les plus anti-compétitifs possibles, parce que c'est évidemment ça la clé, c'est que les seuls qui râlent sur cette compétition, ce sont les joueurs pros. Parce qu'il y a beaucoup de formats qui aujourd'hui, dans le milieu du streaming et de l'e-sport, sont très classiques. Hein, des compétitions avec des brackets à double élimination, enfin voilà, on a tous vu ça, le tournoi classique qu'on duplique d'un événement à l'autre, tout se ressemble. C'est bien qu'il y ait ça, parce que ça permet de faire des circuits mineurs, majeurs avec des vraies ligues. Je pense que vous en suivez certains, et il vaut mieux d'ailleurs que vous en suiviez certains. Mais l'objectif pour nous, c'était d'arriver à faire une compétition où justement on sort un peu des clous et on fait le truc le plus burlesque possible, tout en restant correct. C'est aussi pour ça qu'on a eu à cœur de mettre des défis dans la Trackmania Cup. Donc je pense que vous en avez vu certains passer, les joueurs qui jouent au tapis de danse, qui jouent les yeux bandés, qui échangent les manettes, enfin voilà, il y en a un certain nombre. Mais le but, c'est évidemment de les sortir de leur position de confort, et c'est de sortir pendant quelques minutes de l'e-sport, parce que tout le monde parle d'e-sport à tort et à travers. Alors je ne sais pas si vous faites partie des gens que ça énerve, moi ça m'énerve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent aujourd'hui streaming et e-sport. Surtout les gens qui ne sont pas... qui connaissent pas bien notre milieu. Mais du coup, on voulait aussi sortir de cette dynamique où le but c'est d'avoir du tournoi pur et dur, hyper niché et hyper rigide, pour faire du divertissement. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on s'acharne à faire depuis plusieurs années, c'est essentiellement du divertissement. Le divertissement, c'est le meilleur retour qu'on peut faire au public qui nous soutient chaque année. Et voilà, ça permettait de faire un show un peu différent. Dans ce même esprit ont été créés les événements que sont Zilan et The Event. Donc Zilan, pour en parler en premier, puisque c'est celui dans l'année qui vient, d'ailleurs qui vient en premier, en théorie, j'aurais peut-être dû en parler en premier. C'est le plus récent qu'on a fait, donc on a fait la première édition cette année, c'était un peu un test. Là aussi, le but c'était de faire une compétition et de faire revenir le format des LAN à l'ancienne. Alors je sais qu'on avait beaucoup teasé l'annonce, nous, en amont, et qu'il y en a certains qui ont même été un peu déçus parce qu'ils s'attendent à des trucs. Alors moi, je sais pas à quoi s'attend le public des fois. J'ai l'impression que si on fait du teasing, les gens ils s'attendent à ce qu'on parte sur Mars solo, ou j'ai aucune idée. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et donc du coup, l'objectif c'était de faire une LAN, mais vraiment les LAN old school. Je ne sais pas combien de vous en ont fait, mais nous, quand on était jeunes, je ne suis pas très vieux, mais ça fait un peu l'ancien de dire ça, mais quand on avait entre 12 et 16 ans, voilà, les LAN, c'était pas aussi bien fichu qu'aujourd'hui. On venait un sac de couchage et brosse à dents sous un bras, PC sous l'autre, on dormait dans la salle n'importe comment, c'était à l'arrache, et c'est ça qui était drôle justement. Et aujourd'hui c'est devenu tellement pro et carré, les événements e-sport, qu'il y a moins de ce côté-là. Voilà, vous êtes super bien reçus, tout le monde a des super badges, les tables elles sont lustrées, nous c'était pas comme ça. Nous on avait les tables moisies de l'arrière-salle, les trucs, ça n'avait rien à voir avec les chewing-gums dessous et tout, ça a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, aller en LAN, si vous y êtes jamais allé, j'en doute, mais je trouve que c'est une expérience sympa aussi, parce que c'est très convivial, on apprend des trucs sur la façon dont on gère les événements, et d'ailleurs, si vous voulez travailler un jour dans l'événementiel ou commencer à vous faire des contacts, je pense que c'est un bon point de départ. Ça paraît très bête, mais c'est souvent des événements où vous allez trouver tout le monde, que ce soit les influenceurs, les professionnels de la scène compétitive, les commentateurs et les organisateurs.
vous allez rarement avoir toutes ces personnes-là au même endroit au même moment, si ce n'est à des gros salons comme la Paris Games Week. Donc du coup, sachant qu'en plus l'une des plus grosses LAN de France est dans cette ville, Lyon eSport, profitez-en. C'est l'occasion non seulement de voir des trucs bien fichus, mais peut-être, si jamais, de jouer un peu de votre réseau. D'ailleurs, vu la formation que vous suivez, je vous encourage vraiment à jouer de votre réseau, puisque c'est comme ça que moi notamment, j'ai pu avoir une place dans ce milieu. Vous avez des professionnels qui viennent vous donner cours, vous rendez des projets chaque semaine, restez en contact avec eux et essayez de monter des trucs avec eux aussi de votre côté, ça peut peut-être être intéressant. Voilà. Je pense que c'est formateur. Votre directrice a l'air contente que je dise ça. Oui, parce que je leur ai dit ça. Voilà. On ne s'est pas accordé. Voilà. Ah, voilà. Donc c'était... mais oui, je vous le dis parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. C'est ma propre expérience, vous en tirez ce que vous voulez. Je ne dis pas que ça marchera pour tout le monde, mais je pense que c'est important que vous le fassiez. Et donc ZLAN, l'objectif de cet événement, c'était de créer une LAN à l'ancienne, donc sur un format qui était peu courant, le format 2v2. Parce qu'en fait, si vous regardez, la plupart des événements e-sport, c'est soit du solo, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se jouent en solo tout simplement, soit des jeux d'équipe, mais les jeux d'équipe, c'est souvent par format de 4 ou de 5. Mais il y a très peu de formats à 2. Et nous, on trouvait le format A2 intéressant pour plein de raisons. Déjà parce que quand tu as juste envie de jouer, de t'amuser et trouver un seul partenaire, c'est plus facile que d'en trouver 3 ou 4. Aussi parce que ça permettait d'avoir des équipes peut-être un peu moins fréquentes. Par exemple, d'avoir 2 meilleurs amis, d'avoir un couple. Voilà. D'avoir, je sais pas, des gens qui se rencontrent pour l'occasion. Parce qu'encore une fois, trouver un seul partenaire, c'est plus facile. Et l'objectif, c'était de prendre les jeux, à quelques exceptions près, parce qu'il y avait aussi des gros jeux qui sont des piliers de l'industrie, mais c'était de prendre des jeux les moins représentés sur la scène e-sport. Ou en tout cas, de faire les épreuves les plus improbables possibles. C'est pour ça qu'on a pris des choix comme World of Warcraft, je pense qu'on a rarement vu un concours de PEX dans une LAN, des choix comme H1Z1, voilà, ce genre de jeu, Worms. Team 17 était très content qu'on prenne Worms, parce que ça n'avait jamais été fait en compète. Voilà, ce genre de truc. Et l'objectif, c'était de prendre les formats un peu les plus pourris en toute franchise, encore une fois, pour sortir les gens de leur zone de confort. Et puis parce que ce qu'on trouvait sympa avec cet événement, c'est que il y avait, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, il y avait une moitié de streamers, d'influenceurs, donc qui étaient là aussi parce que ils dynamisaient l'événement, leur présence est sympa, ils communiquent dessus, ils ont un bon niveau de jeu, mais il y avait aussi une moitié de gens tirés au hasard dans le public, qui voulaient juste participer pour s'amuser. Et c'était chouette parce que comme il n'y avait pas de public pour regarder, la retransmission était en ligne, mais on n'avait pas pour vocation d'accueillir du public dans la salle. Ce qui était sympa, c'est que ça a créé un petit espace convivial et que les gens se sont mélangés naturellement, et ça a été, je pense, un beau moment et une belle rencontre pour tous ceux qui ont participé. Et donc du coup, voilà, l'objectif, vu qu'il n'y avait pas de public dans la salle, c'était de faire la meilleure retransmission possible, ce qui était un challenge aussi, parce que quand vous avez 10 jeux qui sont, 10 épreuves, parce qu'il y avait une dictée, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui était la grosse idée de Zerator, qui pareil visait à faire un truc à la fois ludique et un peu cocasse. D'ailleurs, la dictée a été sponsorisée par cette école, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'était un moyen sympa de rajouter une épreuve peut-être un peu plus conventionnelle et surtout de rigoler ensemble du nombre d'âneries qu'on allait écrire, parce que évidemment, on a tous fait plein de fautes. Et donc voilà, l'objectif majeur de cet événement, c'était ça, c'était encore une fois de sortir des clous, parce que Adrien, il adore faire l'inverse de ce que tout le monde fait, c'est sa grande passion. Et donc de développer un événement qui, pareil, avait été convivial. Et donc ce fameux challenge d'avoir 10 jeux assez différents en termes de retransmission, c'était un cauchemar. On a eu très peu de problèmes techniques, on a été les premiers surpris. D'ailleurs, anecdote improbable, le seul jeu sur lequel on a eu un problème technique, c'était Trackmania, qui est pourtant notre jeu de cœur sur lequel on fait toutes les compètes, et on a eu des problèmes sur aucun des autres. Alors que je vous assure que sur tous les autres jeux, il y avait un nombre improbable de problèmes potentiels qui pouvaient se présenter. Pour en citer quelques-uns, parce que ça fait partie des risques auxquels on pouvait être confronté. Sur World of Warcraft, comme il n'y avait pas de possibilité d'avoir des serveurs privés, il y aurait pu avoir un bataillon de 100 ou 1000 joueurs qui venaient piquer tout le PEX à tous les participants, c'était possible, et ça aurait complètement ruiné l'épreuve. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, H1Z1, qui a un autre nom maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle le jeu, mais il était en train de fermer. Et en tout cas, c'était en train d'être revendu, c'était une galère complète, donc il n'y avait pas de maintenance sur le jeu, rien du tout. C'est-à-dire que les devs, on était en contact avec eux 2-3 mois avant l'événement, ils nous ont dit ouais, allez-y, faites ça, ça a l'air super. Et puis 2 semaines avant l'événement, ils nous ont dit vous êtes tout seuls, les gars, débrouillez-vous.
Et donc c'est pareil, s'il n'y avait plus de serveurs, enfin, il y avait rien. C'est-à-dire que les preuves étaient foutues et qu'on était en direct avec rien. Voilà, et qu'on devait se débrouiller pour trouver une alternative. Ça faisait partie des problèmes qu'on pouvait rencontrer. On a pris le risque, je pense que ça valait le coup. Vous faites peut-être d'ailleurs partie des gens qui avaient la main sur le cœur pour célébrer la fin d'H1Z1, merci si c'est le cas. Et donc voilà, la retransmission n'était pas évidente parce que comme les jeux sont des formats différents, il y a un MMO, un FPS, etc. Aucun de ces jeux ne se spectate de la même manière. Et puis surtout, en termes de retransmission, non seulement il fallait des casteurs différents, il fallait que les régisseurs fassent des setups différents en termes de tout, hein, de branchement, d'overlay, la technique avait rien à voir d'un jeu à l'autre. Et du coup, c'était une galère pas possible. Et donc cet événement avait ça d'amusant, c'est que en faisant revenir un concept très vieux, qu'on essayait à notre manière de renouveler un peu, on se confrontait à des problèmes très actuels de retransmission, parce qu'il y avait un vrai challenge pour nous, comparé à, ça paraît bête, mais à une Trackmania Cup, où en fait on retransmet un jeu. Maintenant, avec tous les essais qu'on a fait en salle, on a l'habitude, et du coup on se plante plus trop, enfin si, la preuve, c'est le seul jeu sur lequel on s'est planté, mais voilà, on a l'habitude et la retransmission elle est devenue assez classique et on sait comment ça fonctionne. Donc là, on aurait pu se planter 50 fois et je pense qu'on a eu beaucoup de chance, il n'y a eu quasiment aucun accro. Et donc ça, bon, pour prévenir les éventuelles questions à ce sujet, on n'a pas tout décidé pour 2020 pour tous les événements, donc je ne pourrais pas toujours répondre à tous les trucs liés à ça. Si vous en avez, il n'y a pas de souci, on peut en parler, il n'y a pas de tabou. Mais voilà, c'est un événement qu'on va aussi avoir à cœur de renouveler le plus possible. Mais on n'a pas défini nécessairement tous les moyens de le faire. Donc c'est actuellement en réflexion. Et The Event, qui est le dernier événement pour lequel on est connu, qui a eu lieu donc, il n'y a pas longtemps, là, il y a un peu moins de 2 semaines, je crois, je n'ai plus trop mes dates en tête. C'est un événement qui pour le coup est organisé très différemment. Parce que si tous les autres événements sont majoritairement gérés par ZQSD Productions, et que nous, on gère plutôt le concept et on les appuie en termes de sponsoring, relations influenceurs, voilà, gestion globale, mais d'un peu plus loin. The Event, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est moi qui organise très majoritairement l'événement, et c'est plutôt ZQSD qui va venir me soutenir quand j'en ai besoin. Donc comment se passe cet événement? Parce que c'est celui pour lequel c'est le plus simple pour moi de parler, vu que je fais tout, contrairement aux autres où on délègue beaucoup. Donc The Event, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est possible aussi, c'est donc jamais, c'est un marathon gaming caritatif qui dure un peu plus de 50 heures sur tout un week-end et qui veut rassembler, qui a pour objectif de rassembler un certain nombre des plus gros animateurs du milieu du streaming francophone pour lever des fonds pour une association. Donc jusqu'à maintenant, on a soutenu 3 associations. Je ne compte pas Avengers, qui est le projet d'origine, qui était en 2016 et qui était très différent, mais on a soutenu la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, et cette année, l'Institut Pasteur. Cet événement il est très particulier parce que, donc, pour vous situer un peu le contexte, vu que ça vient d'Avengers et que j'en ai parlé, le concept à la base, c'était des potes qui se réunissent dans un garage et qui soutiennent une association caritative. Ça n'allait pas plus loin que ça. On a commencé à 12-15, j'ai un peu oublié. Et voilà, on n'avait pas pour ambition à l'époque de se retrouver à plus de 50, à lever des millions d'euros, c'était pas du tout la prétention. Et si on nous avait dit ça il y a 3 ans, et ne serait-ce qu'avant l'événement de cette année, je vous aurais dit impossible. Mais comme quoi, on est parfois surpris. Et donc le principe est assez simple, on réunit essentiellement des potes, des gens qu'on connaît, des gens avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui il y a des complémentarités, des affinités, enfin voilà, il y a un processus de sélection assez particulier, mais c'est pas un événement qui a vocation à recevoir des candidatures. Donc vraiment, nous, on sélectionne les gens qu'on a envie de sélectionner pour des raisons qui nous regardent, et on les rassemble le temps d'un marathon, et c'est un événement qui est assez autonome en fait. Chacun est un peu en roue libre, c'est-à-dire que les streamers n'ont pas beaucoup de guidelines quand ils viennent. Très souvent, les seuls guidelines qu'ils ont, c'est tels jeux sont interdits, quand vous communiquez sur l'association, vous dites ceci, et éventuellement, il y a tel événement à telle heure, tel jour, c'est mieux si vous y participez, point barre. Voilà. Et s'il y a... il faut tant de directs allumés, minimum, peu importe l'heure. Voilà, c'est ça les guidelines. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, où il veut, il n'y a pas de souci. Vu comme ça se passe bien, entre guillemets, ça paraît surprenant parce qu'on pourrait croire que ça partirait en live complet, alors qu'en fait, pas du tout. Donc l'organisation de cet événement, elle est assez simple en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'y prend pas toujours tant de temps que ça à l'avance. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous estiment les temps à peu près pour organiser des événements comme ça, les Trackmania Cup, les ILAN, il y en a qui ont des idées, les events, tout ça, combien de temps ça prend à organiser? L'ensemble de l'événement, de zéro, enfin
sans parler du concept, mais je veux dire le jour où on se dit, allez là on se met à travailler sur un de ces événements, et le jour où il sort, combien? Un an vous pensez? Un mois. Ah, un mois vous êtes audacieux. Alors ça dépend des événements, mais 4 mois c'est plus correct déjà. 3-4 mois, voilà, vous êtes plus proche de la réalité. Alors les Trackmania Cup et les ILAN en général ça prend plutôt 3-4 mois, voire un peu plus, parfois 6. Parce qu'il y a toute une partie sponsoring avant, qui n'est pas évidente, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le nerf de la guerre quand on fait l'événementiel, c'est être sponsorisé. Et même si Zerator est connu sur le marché du jeu vidéo aujourd'hui, contrairement à ce que certains en disent sur Internet, ils claquent pas des doigts et tous les sponsors se mettent à genoux, ça n'arrive pas du tout. D'ailleurs, ça c'est peut-être un truc que vous avez constaté ou qui vous intéressera, j'en sais rien. Mais dans le milieu du streaming et de l'événementiel lié aux jeux vidéo, la majeure partie des sponsors qui, pour l'instant, ont lancé des budgets dans la com, ou en tout cas pour soutenir des événements, c'est ce qu'on appelle des marques endémiques du jeu vidéo, donc des marques qui ont un lien direct avec le milieu du jeu vidéo au départ. Donc vous avez dû en voir un paquet, que ce soit les LDLC, Omen, Corsair, enfin, toutes les marques d'informatique, et la plupart des studios de jeux. Voilà. Pendant très longtemps, ça a été quasi exclusivement ces marques-là. Les autres marques que vous avez dû beaucoup voir, qui sont non endémiques pour le coup, et qui sont un peu les seuls représentants non endémiques du jeu vidéo à investir dedans, c'est le groupe Coca-Cola, donc les Coca, les Fanta, la plupart des energy drinks, donc vous n'avez pas dû passer à côté des Red Bull, Monster et compagnie. Voilà, donc en général des trucs hyper bons pour la santé et qui font vraiment la promo du gaming. On galère en fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire à rassembler des sponsors qui non seulement ont des images de marque plus variées, et qui en fait n'auraient pas dans l'idée au départ d'investir dans le jeu vidéo, alors qu'en réalité, même si ce ne sont pas des marques endémiques, ça peut s'avérer être un super retour sur investissement pour elles. Le bon exemple, qui ne prône pas non plus forcément que des produits hyper sains, mais bon, c'était un super exemple, et pour le coup, ils ont très bien géré leur com avec nous, et leur sponsoring a été plutôt bien fichu, c'était Nestlé. On ne s'attendait pas du tout à être sponsorisé par Nestlé pour Zilan, mais voilà, ils ont bien géré leurs coûts et en fait le retour sur investissement pour eux était top alors qu'ils n'avaient jamais investi dans le gaming avant. Et des marques qui ne viennent pas du tout du milieu du jeu vidéo, vous les comptez peut-être pas sur les doigts de la main mais pas loin, vous avez dû voir qu'il y a quand même des trucs qui arrivent de temps en temps, par exemple des sociétés comme Renault qui sponsorisent Team Vitality, ou notamment des jeux avec des voitures comme des Rocket League, comme sûrement des Forza par-ci par-là, des choses comme ça, mais c'est rare. Mais je crois que c'est à peu près tout. Après, voilà, vous allez avoir les clubs de foot qui, depuis un certain temps, se mettent à rassembler chacun en interne des divisions de joueurs professionnels parce qu'ils ont déjà toute la structure pour gérer ça. Mais voilà, c'est des choses assez récentes. Et donc, débloquer des marques qui n'ont rien à voir sur des projets comme ça, c'est hyper dur. Et donc, le sponsoring, c'est galère. Mais donc, voilà, histoire de dire que tout ça au cumulé, sponsoring inclus, des gros événements comme une Trackmania Cup, ça va peut-être prendre, surtout cette année, parce que cette année, c'est un peu plus gros que les années d'avant, ça va plutôt prendre entre 4 et 6 mois. The Event, pendant très longtemps, paradoxalement, ça prenait qu'un mois. Ça prenait qu'un mois à organiser. Cette année, exceptionnellement, ça a pris 3 mois, parce que c'était un peu plus gros. Mais l'événement, en fait, dans sa composition, il est assez simple. On contacte une asso, qui jusqu'à maintenant a dit oui direct pour être soutenu par l'événement, même quand il n'était pas connu. Ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce que, et là encore une fois, je reviens toujours un peu sur le principe de la notoriété, mais on est très connu dans notre milieu, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'à échelle globale, on fait des volumes d'audience qui certes sont croissants, mais n'ont rien à voir avec des structures comme la télévision ou même la radio ou d'autres choses comme ça. Et pour les gens qui ne sont pas du tout initiés aux jeux vidéo, ils ne savent pas qui on est, quoi. Donc le milieu associatif, comme vous ne le saviez pas, ils sont un peu en retard sur certains trucs. Et vous l'avez peut-être remarqué dans leur com, si certains d'entre vous ont suivi The Event, moi j'ai été bluffé par la com qu'a fait l'Institut Pasteur cette année, parce que aussi volontaire et cool qu'ait été la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières les années d'avant, ils étaient sur des moyens de com un peu vieillissants. Donc peut-être que si certains d'entre vous sont des donateurs, vous avez reçu beaucoup de courriers, de flyers, de trucs que vous n'avez sûrement pas lus et jetés directement à la poubelle. Et voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de ces soit sponsors, soit assos, en tout cas dans le cas des events, qui en fait sont sur des moyens de communication hyper vieillissants et connaissent pas du tout la sphère du jeu vidéo en fait. Et donc nous, quand on est arrivé avec The Event la première fois, on a eu de la chance parce que la Croix-Rouge c'était une association qu'on voulait défendre. Et en l'occurrence, quelqu'un de chez ZQSD, puisqu'on les a mentionnés, avait un contact chez eux, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec eux.
Mais le responsable qu'on a eu en face de nous a été hyper volontaire pour nous aider, alors qu'on sortait un peu comme des fleurs en disant salut, on veut organiser un événement caritatif et communiquer avec votre image de marque, parce que à partir du moment où on le monte, il faut que vous acceptiez de l'officialiser et de dire que vous êtes vraiment notre partenaire pour cet événement-là, quoi. Et croyez-le ou non, mais pour une association caritative, c'est un gros engagement. Et surtout, un mastodonte comme la Croix-Rouge ou Médecins Sans Frontières, c'est pas aléatoire de s'engager sur des trucs comme ça. Et c'est pas si facile que ça. Et donc du coup, on a eu de la chance, mais voilà, on contactait l'association, elle acceptait, et après, à partir du moment où on s'était mis d'accord avec une asso, la vraie difficulté pour nous, surtout à partir du moment où on faisait plus ça chez nous à l'arrache dans le garage, parce que c'est de là que c'est né quand même, c'était de trouver une salle, et d'avoir un partenariat en général avec la région ou la métropole pour l'avoir à disposition. Parce que ça, pareil, c'est l'autre nerf de la guerre avec le sponsoring, c'est que trouver des salles qui correspondent à vos besoins techniques, qui sont bien placées. Et par bien placées, j'entends souvent dans des grandes villes bien desservies, parce que quand on rassemble plein de streamers qui viennent de partout en France, c'est mieux. Mais même quand on fait des événements comme une Truckmania Cup ou New Zealand, et qu'il y a du public ou des participants qui viennent, si vous êtes dans une grande ville bien desservie, c'est mieux. Mais avoir des salles à dispo qui ont les critères techniques que vous cherchez et qui en général peuvent vous être fournis un peu gratuitement, parce que l'événement caritatif, pour ceux qui ne le savent pas, il coûte très cher, mais on ne se rembourse pas dessus, c'est mieux. Donc ça, c'est le deuxième challenge, et c'est celui qui me prend le plus de temps. Et une fois qu'il est passé, en général, on choisit des dates avec Zerator, et on est un peu culotté, parce qu'en fait, on pose des dates dans notre coin, et un jour, comme des fleurs aussi, on rassemble 50 streamers dans une conversation Twitter en privé, et on leur dit « Yo yo les gars, c'est à cette date. Ceux qui veulent viennent. Salut !» Bon, voilà. En général, ils sont volontaires et ils sont plutôt cool, donc ils viennent tous. Évidemment, tous ceux qui participent à The Event sont bénévoles, donc c'est un événement que nous, on finance, enfin qu'on a financé intégralement jusqu'à cette année, parce que cette année, comme il était vraiment gros, on l'a financé en partenariat avec Pasteur, qui a été assez cool pour avancer des fonds aussi. Ils ne l'ont pas regretté, je crois. Mais voilà, du coup, tous les gens qui viennent bénévolement, prennent de leur temps, l'espace du week-end, peu importe qui ils sont, que ce soit des streamers, que ce soit des régisseurs, que ce soit des gars chargés de la maintenance, voilà. Les seuls qui ne sont pas là bénévolement, évidemment, c'est les agents de sécurité, parce que on n'a pas le choix. Voilà. Et c'est d'ailleurs un peu le centre du financement de l'événement. Les coûts, ils vont être répartis. On pourra en parler d'ailleurs des coûts si jamais ça vous intéresse sur les événements. Mais sur un événement comme The Event, ils vont être répartis entre l'allocation. Alors, l'allocation de la salle est offerte, mais les installations techniques, donc réseau électrique, la sécurité, et défrayer les gens, tout simplement. Donc, défrayer les animateurs, les loger, et voilà, c'est la majorité des coûts. Et après, il y a un peu de com, des fois, faire des vidéos engageantes, etc. Enfin, voilà, c'est un autre truc dont on peut parler aussi. Mais forcément, ça, c'est l'essentiel du budget. Et donc ça nous prend. Maintenant, avant ça nous prenait un mois parce qu'on faisait vraiment à l'arrache, maintenant ça nous prend à peu près 3 mois à plein temps. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, c'est plein de petits détails qu'on oublie, mais s'assurer que tout le monde a son matériel, s'assurer qu'il y a de la déco, s'assurer qu'il y a le débit nécessaire, s'assurer que tout le monde peut manger, s'assurer qu'il y a un roulement, voilà, c'est plein de petits projets tout bêtes. Et en général, le poste que j'occupe sur les événements, ou que ZQSD occupe, ça dépend, parce qu'ils ont des... Je sais pas si vous avez déjà vu ici... qui est intervenu, mais vous avez dû avoir Hugo Poisblanc ou Michael Koch, sûrement, qui sont intervenus, voilà. Je pense que les mecs comme Hugo ou moi, on a un peu les mêmes rôles à chaque fois, c'est quand tu as une question et que tu sais pas à qui t'adresser, c'est à nous. Donc en général, on a une question toutes les un millième de seconde, et on renvoie les gens vers les personnes, les personnes pertinentes du mieux qu'on peut, et sinon on gère nous-mêmes. Et donc voilà, sur un événement comme The Event, moi, une fois que l'organisation est finie, c'est le gros de mon défi, c'est-à-dire que cet événement, en fait, moi je fais toute la logistique au départ, je fais vraiment 80-90% du taf, je suis aidé par ZQSD pour la technique et Zerator valide le concept, et une fois qu'on est en cours d'événement, la tendance s'inverse totalement, puisque là, c'est Zerator et ZQSD qui se prennent 90% de la charge de travail, donc animer, dynamiser ce qui se passe à l'écran, gérer la technique, et moi, je suis les doigts de pied en éventail à regarder mes statistiques. Si tout va bien, parce qu'évidemment, tout va jamais bien, et donc il y a toujours quelqu'un qui a une question, il y a toujours de la presse, il y a toujours des trucs comme ça. Donc voilà, et évidemment, le but de cet événement, c'était de faire un truc qui était juste fun, convivial, qui avait qui était sans prétention et qui rassemblait plusieurs acteurs qui étaient juste contents d'être là, de passer un bon moment ensemble et de soutenir une cause. Voilà, ça n'allait pas plus loin que ça au départ, ça va toujours pas plus loin que ça. Question ? Est-ce que d'après vous, quelqu'un qui n'est pas forcément streamer ou autre pourrait organiser un événement comme ça ou pas ? Parce que finalement, les autres streamers, pour qu'ils acceptent de venir, faudrait peut-être...
Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, vous pouvez me tutoyer tous, je vous précise, il n'y a pas de souci. Donc, je la répète du coup, parce que tu n'as pas de micro. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas streamer pourrait organiser un événement comme ça? Parce que faire déplacer les streamers et les mobiliser, c'est peut-être pas si évident pour quelqu'un qui n'a pas la notoriété qui va avec. Alors, je vais être franc, je pense pas. Je pense que c'est très difficile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait face à un problème, et c'est aussi, enfin, c'est à la fois un problème et une bonne chose. L'événement marche très bien. Je pense que vous l'avez constaté. D'ailleurs, si vous faites partie des donateurs, merci encore, parce que grâce à vous, on a battu un record, je le rappelle, donc enfin, bravo à vous. L'événement marche très bien, et donc aujourd'hui, malgré nous, puisque ce n'était pas l'ambition au départ et qu'on s'y attendait pas forcément, on est devenu une référence de l'événement caritatif dans le jeu vidéo francophone. Il y avait d'autres initiatives avant nous, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler, je sais pas moi, du Téléthon Gaming, du Désert Bus de l'Espoir, peut-être que certains de vous ont vu Cœur de Gamer passer par-ci par-là, d'autres choses comme ça, il y en a plein. Mais nous, on y est arrivé d'un coup d'un seul il y a 3-4 ans, et en fait ça a explosé bien plus que ce qu'on pensait. Mobiliser les streamers, je vais pas mentir, c'est très difficile, et en effet, là où c'est difficile pour eux, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de sollicitations. Forcément, il faut déjà faire le tri. Et même quand quelque chose a l'air bien, quand on ne connaît pas du tout la personne qui organise en face, c'est difficile de se rendre compte de la légitimité de ce qu'il y a derrière en fait. Et c'est là que c'est, je pense, très compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a pas de réseau là-dedans, en amont, de créer quelque chose de toute pièce. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, et forcément c'est celle à laquelle nous on se trouve confrontés aujourd'hui, c'est que comme nous, l'événement marche bien, qu'il a beaucoup grossi et que c'est devenu une référence, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui se disent ça sert à rien de créer un truc à côté, ça ne marchera pas, quoi. Alors c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas tous obligés de récolter des millions pour faire un événement à succès. Un événement qui est beaucoup plus intimiste et qui rassemble déjà des sommes comme 5 000, 10 000 euros, bah, c'est chouette en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de déplacer des montagnes nécessairement et ça aide déjà beaucoup. Mais oui, en effet, je pense que c'est très difficile pour ces deux raisons-là. Et je pense que du coup, aujourd'hui, le nombre de sollicitations qu'on reçoit et qu'on doit trier, il est d'autant plus difficile à gérer que quand on refuse, parce qu'on ne peut pas tout suivre, hein, et parce que l'événement, on n'a pas vocation à le dupliquer dans l'année, parce qu'on trouve qu'il perdra en impact et en identité, bah, c'est que du coup, forcément, personne d'autre à côté lance des choses dans son coin, et on se retrouve un peu bloqué avec pas les seuls à faire ça, mais en tout cas, voilà, on fait partie des seuls, parce que je crois qu'on est un des seuls aussi événements caritatifs qui changent d'association chaque année. Et vous avez pour projet, enfin, vous, le groupe, je veux dire, à faire grossir, je veux dire, The Event, accepter par exemple peut-être des bénévoles, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on a pour projet de faire grossir le The Event et d'accepter des bénévoles à terme, des choses comme ça? Alors en réalité, c'est difficile de répondre parce que j'aurais tendance à dire non pour grossir déjà, mais pourtant chaque année on a grossi jusqu'à maintenant et c'est pas exclu que ça redevienne pas le cas encore. Notre peur, et c'est peut-être déjà notre peur depuis l'édition 2018, c'est que The Event devienne une usine à gaz où il y a tellement d'animateurs que le public n'arrive plus à suivre, que justement ça ressemble au Téléthon, parce que nous l'objectif c'était pas de calquer le format du Téléthon du tout, et où voilà, ça perd un peu cette âme et cette identité de la bande de potes et du groupe fun qu'il y avait au départ. C'est pas l'objectif. Donc à terme, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour ça. On sait même pas de quoi sera faite l'édition 2020 pour l'instant. S'il y en a une déjà, parce qu'on n'est pas sûr de ça non plus. Mais bon voilà, si on peut, on le fait à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on change, comment on adapte, c'est toujours le gros questionnement. Parce que forcément, à chaque fois, on se dit qu'à un moment, il y aura une limite. Jusqu'à maintenant, on a toujours dépassé la limite et ça a toujours marché. On s'est dit qu'on ne serait jamais plus de 50, on l'a été. On s'est dit qu'on réunirait jamais plus d'1 million, on a explosé le score. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et est-ce qu'on aura à cœur d'accueillir des bénévoles un jour? Pour l'instant, c'est pas prévu parce que pour l'instant, c'est un débat compliqué. C'est toujours cool d'être aidé, mais le problème, c'est que comme pour l'instant, on n'a pas un réel besoin. Moi, je ne saurais pas trop quoi donner à faire à des bénévoles. J'aurais plutôt l'impression d'avoir des gens qui vont me poser des questions, pas être sûr, ce qui est normal. Hein. Enfin, faut être guidé quand on est bénévole, ça coule pas forcément de source. Mais du coup, moi, ça me ralentirait plus qu'autre chose pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore autant de process que ce qu'on pourrait croire sur The Event. Parce que mine de rien, ça reste un événement sans public, qui dure que 3 jours. Voilà, où on est entre potes, entre gens qui se connaissent, donc c'est pas comme si je devais gérer des superstars que je connais pas du tout, qui ont leur agent, leur planning, leurs obligations commerciales, etc. Là, c'est beaucoup plus simple que ça. Et du coup, pour l'instant, non, on n'a pas les process qui le justifient. Et comme on a déjà une équipe qui est, mine de rien, pas si petite que ça, parce que derrière The Event, en backstage, même si on est 3-4 à faire le gros de l'organisation en amont, en backstage, sur le moment de l'événement, on est un peu plus de 20, quoi. Donc mine de rien, il y avait quand même 54 animateurs cette année qui étaient présents, on était 20-25 en régie, quoi. Donc c'est quand même quasiment la moitié, quoi. Donc
Donc en termes de ratio, c'est pas mal. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'a pas à cœur de changer ça. Mais ça viendra peut-être. En fait, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc voilà, grosso modo, l'événement est fait comme ça. Et voilà, le grand mystère, ouais, vas-y. C'est important pour vous d'avoir de la presse en interne cette année? Alors, est-ce que c'était important d'avoir la presse en interne cette année? C'est difficile de répondre à cette question. Pour expliquer notre rapport avec la presse, bon, vous le savez, hein, le milieu du jeu vidéo, c'est toujours un peu aléatoire, le traitement qu'il a dans la presse. Il y a ceux qui ont la dent dure et qui restent sur le cliché éculé du gamer isolé, au teint livide, blablabla, on connaît tous, qui forcément est passé de date et a plus grand intérêt. Et il y a ceux qui sont curieux et qui veulent vraiment voir des choses nouvelles. Nous, ce qu'on avait fait suite à l'édition 2017, qui avait récolté un peu plus de 500 000 €, c'est qu'on avait fait un gros dossier de presse pour l'édition 2018 en se disant attends, c'est cool, soutenu par Médecins sans frontières, on a fait un beau score, on avait eu un tweet du président à l'époque déjà aussi, pour ceux qui s'en souviennent, on était tout fiers et on s'est dit bah, on fait un dossier de presse comme ça, les médias intéressés ils pourront en parler et éventuellement ils pourront venir sur place. Il s'avère que on l'a envoyé à plein de médias en amont, personne n'en a rien à faire. On a toujours eu les deux mêmes réponses, qui étaient soit on en a déjà parlé en 2017, on va pas en reparler cette année, ça sert à rien, ok. Soit on touche un public de masse, le jeu vidéo c'est trop niché, ça l'intéresse pas, ça nous intéresse pas. Je pouvais entendre ces arguments, il n'y a pas de souci. Le fait est que du coup on avait mis tout un dispositif en place pour 2018 qui a servi à rien. Donc du coup pour 2019, le choix que j'ai fait, c'est que j'ai rien fait. J'ai fait 0 dossier de presse, j'ai contacté personne et j'ai mis aucun dispositif en place dans la salle, que dalle. Il y avait un micro-espace presse qui était composé de 2 tables et 8 chaises. Du coup, voilà. C'était ça notre dispositif cette année. Évidemment, l'ironie du sort faisant que la presse a été bien plus intéressée cette année, étonnamment. Et voilà, du coup, alors on avait invité des potes de la presse. Je sais que certains se sont beaucoup moqués du journaliste de Brut qui était présent. Bon, on ne savait pas comment tout allait se passer, il a fait aussi des tests, il a fait son taf. Voilà, après son taf, c'est aussi d'être journaliste et d'être un peu... Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, il fait souvent du live sur des manifs et souvent des endroits où on l'empêche un peu de passer. Donc voilà, c'est aussi normal s'il y avait ce côté un peu hyper présent. Mais on avait contacté surtout des potes à nous de Brut et de Combini qui avaient fait des super suivis en 2018 déjà, en se disant qu'on allait leur donner des accès premium pour qu'eux fassent du vrai contenu. Ils étaient motivés pour le faire. Et du coup, on a mis ça en place avec eux, on a contacté à peu près personne d'autre. Je sais que parmi les accès un peu plus premium, il y a aussi eu Le Monde, France 3 et Rush Esports, parce qu'eux se sont montrés intéressés en amont, pareil, et qu'on a négocié ça. Et après, le reste de la presse, c'était un peu aléatoire. Alors, pour revenir sur la question, est-ce que c'était important que la presse soit présente? Oui et non. En fait, on avait un peu râlé en 2018, parce qu'on estimait que justement, on avait essayé de solliciter la presse et qu'elle n'avait pas trop réagi. Alors que pourtant, il y a eu un joli score en 2018. Je pense que c'était, même si on n'a pas volonté de défendre l'image du jeu vidéo avec cet événement et de faire de la levée de drapeau, de s'engager dans un quelconque débat, c'était quand même sympa. Et puis on trouvait ça normal d'en parler. Mais donc ça n'a pas intéressé grand monde et donc du coup on avait un peu râlé. Donc on se voyait mal aujourd'hui, même si on n'avait rien préparé pour râler, puisque la presse était intéressée cette fois. Donc évidemment, on a laissé la presse rentrer. Est-ce que c'était vital? Non. Parce qu'on s'est rendu compte avec l'édition 2018 qu'en fait Internet, ça vivait tout seul. Et qu'au final, les médias traditionnels, on n'avait pas tant besoin que ça pour toucher notre public. Parce que notre public, il nous connaît, il nous suit. Souvent, il est hyper loyal d'ailleurs et fidèle, c'est ça qui est très cool. Et donc, il passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et en fait, les médias de masse, c'est pas ce qu'ils touchent en premier. Ou alors justement, ça va être des médias plus ciblés. Et c'est là qu'avoir des Brut ou des Combini présents sur place, c'était chouette, parce que je pense que même sans le vouloir, en circulant sur n'importe Facebook, Twitter, Insta, Snap, que sais-je, vous tombez sur leurs vidéos, parfois malgré vous, quoi. Donc voilà, c'est là que c'était plus intéressant. Donc est-ce que c'était important d'avoir la presse sur place? Dans les faits, non, mais on ne pouvait pas le bouder et on ne pouvait pas être ingrat du fait que la presse soit là. Maintenant, avec le recul, vu que cette édition est passée, et qu'on a laissé aussi les gens rentrer pour voir comment ça se déroulait, ça fait partie des fameuses erreurs dont je vous parlais avant, on apprend en se plantant, hein, des fois. Moi, je trouve qu'en fait, en laissant rentrer trop la presse, je me suis planté. Non pas qu'il y ait eu des gros dérapages ou que ça se soit spécialement mal passé, mais mine de rien, les journalistes étaient nombreux, ils ne savaient pas toujours comment fonctionnait notre milieu. Je pense que vous en avez vu plusieurs à plusieurs reprises faire des trucs très maladroits,
que ce soit déranger les animateurs, faire la promo devant tout le monde en live de leur journal ou de leur radio ou de je sais quoi, et révéler des trucs qu'ils ne devaient pas révéler parce qu'ils ne savaient pas qu'on fonctionnait comme ça, que ce soit l'emplacement de la salle, n'importe quoi, des détails. Et du coup, avec le recul, c'est quelque chose que j'ai pas regretté, mais que je referai pas forcément. Parce que sans être sûr de comment le traitement va être effectué derrière, et puis surtout en voyant que c'était hyper difficile de les gérer, parce qu'ils étaient trop nombreux et qu'il y avait trop de sollicitations pour que je me charge de tout le monde, bon, en fait, voilà, j'aurais tendance à dire que non, au final, c'est pas si utile que ça. Comment est-ce que tout le matériel technique, les ordinateurs, etc., tout ça, comment est-ce qu'ils sont amenés sur les événements en général ou juste The Event? Sur les événements en général et aux events. Alors, sur les événements en général, le matériel technique, alors il y a plusieurs choses. Il y a des sociétés qui en ont. ZQSD a en stock, vu qu'on passe beaucoup par un certain nombre d'équipements, qui en général sont plutôt des équipements orientés régie, déco, son, lumière, etc. Après, ils passent par des prestataires, bien entendu. Donc dès qu'on fait des gros événements sur scène, une Trackmania Cup par exemple, qui a lieu dans un Zénith ou un Bercy ou un truc comme ça, là il faut des installations de malades, on n'a pas ça en stock, donc on passe forcément par des prestataires. Et puis de toute façon, les salles ont aussi des équipements, hein. Ils ont des salles de régie coulisses avec des giga platines son, des super projecteurs partout, enfin ça fait partie du package quand on loue. Et après, pour tout ce qui est matériel plus classique, ce qui se fait fréquemment dans le jeu vidéo, alors il y a des gros prestataires qui ont des parcs d'ordinateurs et d'écrans qui mettent à disposition à la location. C'est le cas en général, c'était le cas pour Zilan, c'était le cas pour The Event à chaque fois. Alors The Event c'était pas de la loc, enfin nous on louait, en organisant l'événement, on en louait un certain nombre et c'était en libre service après pour les streamers parce que amener son matériel de Paris c'est pas toujours hyper pratique. Mais voilà, après c'est comme pour tous les tournois de type LAN, les gens amènent le petit matériel. Donc ils amènent, les LAN c'est souvent même ramener votre PC, mais nous en gros on fournit les tours et les écrans et ils ramènent le reste. Donc les casques, les webcams, les claviers, les souris, les machins, les manettes, les consoles, ça ils se débrouillent. Mais en général il y a des prestataires qui ont des palmes de PC pour ça. Ouais. Vous avez des contacts, mais pas qu'en France, ça vous a jamais venu à l'idée de le faire au niveau international faire le caritatif niveau international, est-ce que ça vous a jamais venu à l'idée? C'est pas si évident que ça en fait, pour plusieurs raisons. En fait, on y a déjà pensé, c'est une idée qui nous a déjà traversé l'esprit, on ne sait pas si c'est réalisable. Alors des contacts à l'étranger, on en a, mais on n'a pas tant que ça. Les streamers ne se connaissent pas tous si bien que ça. Si vous regardez bien, à part Gotaga avec Ninja ou MV avec un certain nombre de streamers qui font de la musique notamment, et peut-être Domingo avec Pokémon, on n'a pas non plus 50 000 contacts. Non mais c'est vrai, alors, on n'a pas non plus 50 contacts à l'international, et très souvent c'est essentiellement des Américains, c'est pas trop d'autres pays, alors qu'il y a peut-être aussi des influenceurs qui sont cool dans le reste de l'Europe ou en Asie, voilà. Alors faire un événement caritatif international, ça pose plusieurs contraintes. Déjà, rassembler tout le monde, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la grosse plus-value de The Event, c'est que tout le monde est dans la même pièce. Si on doit commencer à faire des antennes où chacun est dans son coin, c'est vachement moins fun. La deuxième grosse contrainte, c'est la barrière de la langue. Parce que forcément, le but d'avoir tout le monde dans la même pièce, c'est que les gens interagissent les uns avec les autres. Alors, si la plupart d'entre nous, dans le milieu du streaming, sommes bilingues, on n'est pas sûr que ce soit le cas des spectateurs nécessairement. Ça l'est peut-être, et peut-être que les 3/4 des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo sont bilingues, parce que souvent c'est un peu la norme. Mais bon, on n'en est pas sûr, et ça pose cette contrainte-là. Et la dernière contrainte, et pas des moindres, c'est que très souvent, et peut-être que vous... Alors, nous, on était très fans de Games Done Quick. Si vous ne connaissez pas, je vous invite évidemment à regarder, c'est 2 fois par an. Une fois en hiver et une fois en été, et c'est un des marathons caritatifs dont nous on s'était notamment inspiré pour monter The Event. Et si vous avez déjà fait des dons pour des initiatives comme Games Done Quick, même si ils défendent des grosses assos très connus, donc eux ils font toujours Médecins sans frontières et la Prevent Cancer Foundation, en fait quand vous faites un don à Games Done Quick, vous faites un don à la branche américaine, qui très souvent va du coup faire des initiatives aux États-Unis. Ça arrive qu'ils fassent des trucs partout dans le monde, mais très souvent, c'est surtout aux États-Unis. Et du coup, la grosse difficulté, la troisième, c'est trouver une cause qui rassemble tout le monde de manière internationale. Alors, il y en a en ce moment qui commencent à se présenter très sérieusement, et donc c'est une piste de réflexion. Mais du coup, c'est un débat qui, jusqu'à maintenant, était assez difficile. Voilà. Et avant l'édition de cette année, c'est aussi quelque chose qui était pas si facilement envisageable, parce que, encore une fois, en termes de volume, comparé aux Américains, on est petit, en fait. Et du coup... fallait frapper suffisamment fort pour être bien repéré et pour être, alors j'exagère en disant ça, mais être respecté
suffisamment pour que les mecs acceptent de participer, parce qu'il y a aussi d'autres pays qui sont très chauvins dans leur manière de fonctionner, et ça c'est sans critique aucune, mais les Américains en font partie, et les Américains ils aiment bien les événements américains faits par des Américains pour des Américains. Donc du coup ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas volontaires pour s'engager dans d'autres trucs, mais juste forcément, si on veut faire un truc international et qu'en tant qu'organisateur, nous par exemple, on dit bah, on veut le faire en France, parce qu'on organise et que c'est chez nous et que c'est normal, bah, je pense que c'est beaucoup plus difficile de motiver certains streamers, et les plus gros étant aux États-Unis, que si on disait bah ok, on va à Los Angeles par exemple. Bah ouais, mais si on fait ça, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais on se pose à une autre contrainte qui est qu'on perd aussi un peu de notre identité parce qu'on n'est plus un événement français, on est un événement américain tout d'un coup. Voilà, c'est pas grave, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça à prendre en compte. C'était pour savoir si toi, tu n'avais pas peur à un moment que les cash go, par exemple, au bout d'un moment, ils dérapent peut-être un peu. Ah, les donation goals. Est-ce qu'on a peur qu'ils dérapent c'est un risque. Quand on voit déjà la boule à zéro, la voiture rose, alors, il y a plusieurs choses. Cette année, on n'a volontairement pas fait de donation goal global. C'est intéressant de le mentionner d'ailleurs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que faire un donation goal global, déjà, c'était hyper difficile. Et parce qu'ensuite, pour qu'un donation goal soit intéressant, c'est une vraie contrainte qu'on s'est posée à un moment avec Zerator. On a mis plein de possibilités, et il y avait toujours un blocage. Parmi les trucs qu'on a émis, donc en effet, certains d'entre vous ont vu le rasage de crâne l'année dernière, auquel j'ai participé aussi. Bon, c'était rigolo à faire et on n'avait pas prévu de le faire, c'était un peu au pied levé, donc on trouvait ça sympa et c'était symbolique quand même. Le problème de ce truc-là, c'est que ça a éliminé plein de gens d'office. Ça a éliminé notamment beaucoup de gens qui avaient les cheveux longs et qui, bon, ça allait pas repousser en 2 mois, donc ils n'allaient pas couper ça à zéro parce que c'était un peu la loose. Ça a éliminé tous ceux qui n'étaient pas dans le délire tout simplement, comme c'était fait au pied levé et qu'on avait consulté personne, bah ouais, c'est sûr, il y en a à qui ça allait pas plaire. Et puis, alors c'était engageant parce que ça nous forçait à relever un défi qu'on n'aurait peut-être pas relevé autrement. Certains ont eu des têtes un peu improbables et l'ont un peu regretté, je pense. Mais c'est ça qui était drôle, et c'est ça qui est drôle pour le public. Donc c'était une bonne récompense, mais on s'est dit que refaire un truc comme ça, qui avait un côté un peu humoristique, si on atteignait un certain montant récolté, au bout d'un moment, ça allait plus être mal pris qu'autre chose. Ça faisait peut-être un peu black potache et pas truc très sérieux. Donc du coup, la parade pour ça, c'est qu'on s'est dit, on va faire un truc engageant, alors on va faire un truc qui est vraiment chouette. Par exemple, parmi les pistes qu'on avait suggérées avec Adrien, et il y en a un qui est devenu son donation goal perso, c'était faire un don du sang, que tout le monde fasse un don du sang, ou nettoyer une plage, ou n'importe quoi, un truc comme ça qui était utile pour le bien commun. Le problème de ça, c'était que soit on s'éloignait parfois de la cause d'origine, alors avec le don du sang, Pasteur, on était quand même pas trop mal, mais le problème c'est que le don du sang, ça se trouve, et là on les a pas consultés, du coup on n'a pas osé le proposer, mais ça se trouve plein des animateurs ne pouvaient pas participer, parce que, je sais pas, tatouage récent, changement de partenaire, enfin plein de trucs, sauf que si tu fais un truc comme ça et qu'ils peuvent pas participer, il faut qu'ils puissent le justifier à leur public, sinon ils vont se faire, c'est pas cool pour eux, quoi, et t'as pas forcément envie de parler de ta vie de perso à ce point-là devant tout le monde, donc du coup, on s'est dit que c'était pas un bon plan non plus. Et après, on s'est demandé, est-ce qu'on peut pas faire des trucs plus spectaculaires, voilà, qui seraient aussi des défis qui ont déjà été faits par certains, et alors, quand je dis plus spectaculaire, j'entends des sauts en parachute en mode punition, des sauts, voilà, mais on s'est dit, ça c'est trop un kiff et ça va être trop mal pris, on récolte pas des fonds pour derrière faire des trucs que peut-être des gens rêvent de faire, ou voilà, on va à Bali, c'est notre gros donation goal global, donc voilà, on s'est dit que c'était un mauvais plan, et donc du coup on n'en a pas trouvé un qui pouvait inclure tout le monde, être engageant, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait autrement ou qui nous demandait un sacrifice, parce que c'est ça le but du donation goal global, et qui était cool, donc on n'en a pas fait. Et on trouvait ça bien aussi parce que ça évitait de promettre toujours qu'il y a un donation goal global. Déjà, c'était le premier point. On ne voulait pas que les gens s'habituent et que ça devienne une contrainte parce que le problème, et notamment avec The Event, c'est le problème du toujours plus. Les gens, pour l'instant, sont habitués à ce que cet événement, il y ait toujours plus. On commence à avoir du mal à vous fournir toujours plus, je ne vais pas vous mentir, et on ne sait pas trop comment on va faire les années d'après. On va trouver, hein. Mais voilà, on ne veut pas non plus habituer les gens à du toujours plus parce que y a un moment, on sera plafonné, de toute façon, ça ne marchera pas. Et pour les donation goals perso, alors c'est vrai que moi, on ne donne pas de guidelines aux animateurs pour ça, donc ça peut déraper, sûrement. Je pense qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt à faire un truc qui dérape vraiment, parce que pour leur image, c'est pas top, et pour l'image de l'événement global, c'est pas cool non plus. Donc ils vont, je pense, jamais trop se mettre en danger, ou quand ils se mettent en danger, je les ai trouvés intelligents parce qu'ils le font sur des trucs qui leur demandent un sacrifice, mais qui en général, on l'a vu avec Kamel pour le vélo, on l'a vu avec ceux qui, voilà, certains d'entre vous le savent, on l'a vu avec ceux qui se sont engagés dans le marathon de Paris, dont sûrement 95% a regretté dès le lendemain, hein, mais surtout Kameto, c'est pas sympa. Mais le fait est que
finalement, c'est des défis sportifs. Le sport, c'est bon pour la santé, ça prend un truc qui est cool. Et donc, je pense qu'il n'y aura jamais de grosses dérives là-dessus, parce que je ne vois pas ce qui peut vraiment arriver. Voilà. La pression, par exemple. Alors après, la pression, c'est autre chose, mais on en a discuté avec eux avant, enfin quand on a fait le brief de l'événement. C'est vrai que le brief, il n'est pas souvent montré. Je ne sais pas s'il sera montré dans le making-of, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, je crois, petite promo. Et vous les avez peut-être vus dans les reportages de Brut et Combini, vite fait. On fait quand même un bon brief de 40 minutes, je pense, facile, avant de lancer l'événement. Nous, on leur a dit que le donation goal, c'était perso et qu'il n'y avait pas de contraintes. C'est-à-dire, encore une fois, on ne se consulte pas pour ça. Ça fait partie des trucs où chacun est en roue libre, chacun a autonomie, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, ils sont tous venus direct avec leur donation goal déjà prévu. Cette année, il y en avait qui n'en avaient pas, l'année d'avant, pardon, il y en a qui n'en avaient pas, qui n'avaient rien préparé, et cette année, ils en avaient tous. Et ils avaient fait ça dans leur coin, ils se sont accordés. Moi, à partir du moment où ils le font de leur propre chef, qui sont à peu près conscients de ce que cela implique, parce qu'encore une fois, je pense que le marathon, ils ne sont pas tous conscients de ce que cela implique, ça me va. Et à partir du moment où, au pire, la dérive, c'est quoi ? Le marathon, c'est le bon exemple. Qu'est-ce qui peut se passer qui serait le pire ? Ils le finissent pas, ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, quoi. Et au moins ils auront essayé et c'est marrant, quoi. Donc non, je suis pas trop inquiet et je pense qu'on n'arrivera jamais à un truc où on va vraiment le regretter en termes de santé ou autre. Et de toute façon, voilà, je pense qu'ils le savent très bien en général. Et on l'a vu avec Kamel par exemple, qui a fait son émission Plus Jamais Gros et qui a fait le vélo aussi. C'est pas parce qu'il fait pas le truc parfaitement que les gens l'encouragent pas en fait. Au final, il y a plein de gens qui ont dit bravo, c'est une bonne décision, tu t'es remis au sport, tu as une meilleure condition de santé, tu as une meilleure alimentation, même le vélo, ils se sont relayés, ouais, mais n'empêche que le lendemain, à 3, ils les ont fait, les bornes jusqu'à Marseille, et certes, ils étaient 3, mais on avait tous dormi 5 heures sur les 3 jours, donc franchement, c'était déjà une perf, peu importe la condition physique, et du coup, ouais, je me fais pas trop de soucis, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais justement des autres initiatives en streaming caritatif, Ouais. Téléthon Gaming. Voilà, petite annonce et petite promo aussi de notre côté. On a eu la chance d'être contacté par justement le Téléthon Gaming avec l'école et donc avec notre asso pour y participer. Ça va être la première fois qu'on organise un truc comme ça. On est des étudiants, on va avoir 30 heures de stream à faire. Ouais. Donc courage. Merci. On espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va participer. Est-ce que tu aurais un tip, des conseils justement pour réussir cette première édition alors c'est pas facile de donner des tips pour les événements caritatifs parce que, et de manière générale dans le streaming, je vous avoue, nous on a grave triché avec nos carrières parce que on était présents quand il n'y avait personne sur le marché et donc quand ça a explosé on était déjà en place, donc on avait forcément une longueur d'avance. Bon, ça c'était le fruit de la passion et de l'ancienneté et puis du travail forcément, mais bon, ça nous donnait une marge d'avance et quand on a créé des événements comme The Event, on partait déjà avec du réseau, donc forcément c'était plus facile d'avoir un minimum de réussite dès le début. Moi, tout ce que je peux vous conseiller pour réussir du mieux possible, parce que comme je le disais tout à l'heure, le faire c'est déjà cool, et peu importe le montant que vous récoltez et la façon, personne ne pourra jamais rien dire de mal sur un événement comme ça. C'est cool que vous fassiez ça en fait. Et c'est cool que vous ayez l'audace de le faire et que vous preniez de votre temps, que vous créiez un truc. De toute façon, ce sera une bonne expérience à défendre. Et d'ailleurs, mettez-le sur vos CV, c'est bien, c'est un vrai truc. Et c'est important. Et donc, moi, les seuls conseils que j'ai, c'est communiquer du mieux que vous pouvez. Utilisez bien les réseaux sociaux, mais notamment Twitter, parce que la sphère gaming, elle est à mort sur Twitter, quoi. Et sur Insta, je pense que c'est les deux plus gros réseaux. J'utilise pas trop Snap, donc il y a sûrement plein de gens sur Snap, mais voilà, soyez malin avec ça. Essayez de créer des gimmicks, c'est tout bête, mais vous l'avez sûrement vu en The Event, c'est un bon exemple de ça. En 2018, le gros gimmick, c'était la chanson de MV. En 2019, c'était le cri de guerre de Kameto et Kotei. Des trucs comme ça sont des trucs qui font que votre événement, on s'en rappelle en fait, ou en tout cas que les gens ont un délire avec vous en direct. Et puis après, en fait, amusez-vous. C'est le meilleur moyen parce qu'en fait, pourquoi The Event ça marche au-delà de la notoriété des intervenants, c'est parce que les gens s'amusent vraiment et que ça se voit. Et je pense que c'est communicatif. Et il y a aussi ce moment où, dans le streaming, mine de rien, le truc le plus important, c'est qu'on fait du direct, ce qui n'est pas toujours le cas à la télé. Et contrairement à la vitrine qui nous sépare des animateurs ou des intervenants à la télé, le direct il se traduit aussi par des interactions, que ce soit avec des chats, avec d'autres choses, peu importe. Et donc il y a un rapport humain qui se crée. Plus vous êtes sincère dans ce rapport humain, plus vous avez de chances que ça marche, parce qu'en fait, vous êtes vous-même, c'est ça qui fait... voilà, c'est à ça qu'on s'identifie tous. Ça paraît très cliché, peut-être dit comme ça, mais en fait c'est vrai. C'est juste, voilà, faites votre truc, éclatez-vous, et forcément, au bout d'un moment, ça marchera du mieux que ça peut, voilà, avec vos moyens, avec votre identité, et puis c'est la meilleure chose à faire. De toute façon, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette. Donc à part vous dire d'être le mieux organisé possible,
de bien gérer votre technique, parce que comme nous, on a eu un retard de lancement, d'ailleurs cette année, c'est le pire truc qui peut arriver, ça, on était au fond pendant 40 minutes. Essayez d'éviter ça, justement, voilà, faites pas comme les cons que nous sommes, et puis après, faites de votre mieux, c'est le seul conseil que je peux donner, hein. Voilà. Mais bravo encore. Voilà. Est-ce que certains ont d'autres questions, si jamais on profite, parce que... Ouais. Moi j'ai une question un peu plus perso. Ouais. Tes objectifs à toi maintenant, ils sont où? Est-ce que tu es à la place où tu rêvais d'être avant, ou qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Mes objectifs à moi perso, est-ce que je suis à la place où je rêvais d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Alors en toute franchise, je ne l'aurais pas anticipé, mais ouais, moi je suis assez content de là où j'en suis maintenant. À la base, moi quand j'ai... Alors comme je le disais un peu au début, je suis passé très brièvement dessus, mais moi j'ai fait une école très similaire à la vôtre. Et j'étais plutôt destiné à devenir chef de projet en studio de développement en fait. Donc moi j'ai travaillé sur des projets concrètement plutôt de game design, et donc je viens du milieu du jeu vidéo plutôt côté conception, enfin voilà, le noyau dur du jeu vidéo à la base. Et en fait si je me suis tourné vers le streaming, c'est parce que au moment où moi je faisais mes études, alors le marché français n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et surtout le marché du jeu indépendant n'avait pas encore explosé comme il a explosé aujourd'hui. Et du coup, moi ce qui m'attirait, c'était rarement en France, et j'avais pas trop trouvé à l'étranger mon bonheur. J'avais pas eu cette chance avec les stages, etc. Et le peu de retour d'expérience que moi j'avais côté client sur des projets concrets m'avait un peu refroidi. Et à ce moment-là, le streaming commençait à prendre le bout de son nez, surtout avec YouTube au départ, mais de plus en plus avec Own TV à l'époque. Si certains d'entre vous ont connu Justin TV et Own TV, voilà, pour les vieux de la vieille, puis c'est devenu Twitch derrière. Et je me suis intéressé à ça, et en fait moi mon premier objectif c'était de rentrer dans ce milieu-là parce que ça me plaisait beaucoup. Donc ça j'ai réussi grâce à Eclipsia, notamment en bossant avec Max Xari et plein d'autres après, Jiraya, Skyheart, etc. Vous en connaissez sûrement un paquet. Et en fait, à la base ça me suffisait. Et puis de fil en aiguille on m'a filé des responsabilités à Eclipsia, et c'est vrai qu'avoir un rôle managérial, ce qui était l'objectif de mes études à la base dans ce milieu-là, moi je pensais que ça serait la satisfaction absolue. Puis Eclipsia est passé, les projets ont changé, et j'ai eu l'occasion de travailler avec Zerator, et c'est marrant parce qu'avec Zerator, je suis aujourd'hui à un poste où j'avais toujours dit avant, jamais je ferais ça. C'est-à-dire co-gérer une boîte. Parce que pour moi, gérer une boîte à la base, c'était le cauchemar. Parce que moi, je ne voyais dans la boîte, dans la gestion de société, que la partie administrative redondante et pas très fun, qui constitue quand même un bon 50% de mon quotidien, on va se mentir, mais en fait, enfin, pour ceux à qui ça fait peur ou ceux qui ont des doutes, évidemment vous ne saurez jamais tout faire et ça sera toujours un cauchemar, rassurez-vous, l'administration française nous aide à ce sujet-là, mais bon, déjà il y a plein de structures hein, qui pourront vous venir en aide, que ce soit pour des financements ou même tout ce qui est comptabilité, juridique, etc. Il y a des professionnels hein, qui s'occupent de ça, mais en fait c'est très vite balayé par la liberté que nous on a derrière en tant qu'indépendants et que créateurs du coup, qui constituent quand même les autres 50%, voire même 60%, parce que je suis peut-être un peu mauvaise langue, de ce qu'on fait au quotidien, et en fait ça me va bien parce que je pensais jamais que j'aurais le privilège un jour de travailler à mon compte et de développer les projets que je veux, comme je veux, avec un associé avec qui je m'entends vraiment bien, et donc ouais, moi je suis assez satisfait, et tant qu'on peut continuer d'évoluer dans ce sens-là, de créer des choses, de tenter des choses, franchement pour l'instant ça me va bien, je vois pas trop ce qui peut topper ça, vu que j'ai pas de volonté de me lancer en politique ou de devenir président, je pense que je suis pas mal, ouais. Voilà. Ah, les opportunités dans le monde du streaming, comment les trouver ou les exploiter? Alors, moi je disais ça de manière plus générale. Je dis ça dans le sens où quand vous êtes dans une école et qu'il y a des professionnels de l'industrie, toute industrie confondue, qui vous donnent des cours et qui sont donc du réseau direct auquel vous avez accès, jouez-en. Moi, c'est comme ça que je suis allé, par exemple, à la première Gamescom, parce que je m'entendais bien avec ma prof de game design, qu'elle avait une société de prod, et qu'elle m'a dit, bah, si tu veux venir, viens. Elle dit, bah, évidemment, mais parce que je rendais enfin, voilà, je bossais beaucoup, je donnais du cœur à l'ouvrage en cours, je participais, etc. Et j'étais allé la voir plusieurs fois pour savoir, bah, pareil, si elle recrutait, quel conseil elle avait à me donner, ce genre de choses. Et en fait, ça, quand vous êtes dans des trucs qui vous intéressent, des cœurs de métier qui vous intéressent, avec des intervenants du milieu, il ne faut pas hésiter. Alors après, dans le streaming à proprement parler, là où c'est compliqué, c'est que, bah, encore une fois, c'est un marché de niche. Aujourd'hui, c'est un marché qui est saturé. Et c'est aussi un marché où c'est souvent les mêmes profils qui intéressent les gens. Et c'est le profil visible. Le profil visible, c'est celui du streamer, c'est celui du joueur pro. Voilà, c'est les trucs qu'on voit, c'est les trucs qui sont face caméra, c'est un peu le côté cinéma en fait. Ces profils-là, je ne vais pas vous mentir, c'est peu d'appelés, extrêmement peu d'élus. Voilà. Déjà parce que soit il faut le niveau
en termes de quand on veut devenir athlète pro, soit il faut l'aisance et le bagou quand on veut être animateur, quoi, streamer. C'est déjà la première chose. Et puis surtout, le streaming, ça a une particularité. Je parlais tout à l'heure de l'interaction qu'il y a du côté assez direct, qui est très différent de la télé. Le travers de ça, c'est que tout le monde peut streamer. Enfin, le travers et le bon côté aussi, tout le monde peut streamer chez lui, en fait. Streamer, ça demande quoi? Ça demande un PC correct, un micro, une caméra, et salut, quoi. Ouais, mais c'est un budget qui est abordable pour tout le monde. Tout le monde peut se faire un petit budget qui lui permet de se lancer en stream. Et donc, du coup, aujourd'hui, les plateformes comme Twitch fourmillent littéralement de contenu. Il y en a partout à en crever, quoi. Donc du coup, sortir son épingle aujourd'hui, c'est vachement plus dur quand on veut faire ce genre de métier-là. Et du coup, là, à part vous dire, tentez votre chance, faites du mieux que vous pouvez, essayez d'être présent au plus d'événements possibles, de nouer des réseaux avec les animateurs, les commentateurs, les organisateurs. En fait, c'est un peu bizarre, mais faire un peu du forcing, des fois ça passe pas, mais voilà, c'est un peu la seule manière. Aujourd'hui, on est quand même dans un cadre où le milieu, si vous n'avez pas une sorte de tremplin pour vous mettre en avant, c'est super chaud. Pendant longtemps, le tremplin il était constitué par les web TV. La France, c'était le seul pays au monde qui avait un marché où des web TV continuaient d'évoluer, et c'est encore le cas d'ailleurs. Il y a toujours le stream au gaming Solari, mais on est le seul pays où il y a ça. C'est souvent des bons tremplins, et c'est souvent plus accessible qu'être streamer solo. Ça peut être une option, mais par contre, pour rentrer dans ce genre de structure, il faut déjà développer du contenu dans son coin, parce que si vous attendez que l'opportunité tombe, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne marchera jamais. Donc il faut être proactif, il faut y aller. Maintenant, moi, là où je vous encourage à explorer aussi, et alors ça peut peut-être paraître moins glamour au départ, mais en vrai c'est assez cool aussi, il y a plein de cœurs de métier dans le streaming, et il ne faut pas se focaliser que sur streamer, joueur pro. C'est ce que je disais d'ailleurs à votre directrice tout à l'heure. Nous, on recherche souvent des ingé son, des régisseurs plateau, des graphistes vidéomakers. Il y a plein de cœurs de métier en fait. Et je sais que la dernière fois, on a reçu un mail je sais plus si c'était d'un juriste ou d'un comptable, qui me demandait s'il y avait des structures spécialisées dans l'e-sport ou le gaming pour ça. Je disais non, en fait, on en a besoin, mais on passe par des cabinets classiques. Donc en fait, voilà, tous les cœurs de métier qu'on peut retrouver à la télé, à la radio, etc., existent dans le streaming, mais les gens les oublient souvent en fait. Et ceux qui chopent ces postes-là, c'est souvent ceux qui suivent des voies vachement plus classiques, et en fait qui ne pensaient pas spécialement bosser dans le jeu vidéo à la base, alors qu'en fait, même pour ceux qui sont dans des voies beaucoup plus précises liées au jeu vidéo, les postes seraient ouverts en fait s'ils y postulaient, mais souvent ils n'y postulent pas. Donc voilà. C'est le paradoxe. Donc moi je dirais chercher aussi dans les cœurs de métier qui ne sont pas forcément les plus évidents. Si tant est que ça vous intéresse, bien sûr. Après, si ce n'est pas le cas, voilà, c'est pas le cas, il faut faire du réseau, il faut tenter, il faut se lancer. Là, c'est le principe du casting hollywoodien. Hein. Plus t'en fais, plus t'as de chance d'avoir un truc. Ça marche pas toujours, mais au moins t'as essayé, quoi. L'un après l'autre, celui qui veut. Toi d'abord, vas-y, pour ça. Est-ce que votre souhait à terme, c'est d'avoir la partie streaming qui génère, on va dire, plus que 10 ou 20% des revenus de la boîte, est vraiment shifté, parce que Zerator n'est pas éternel, et peut-être que dans 10 ans, il se dira, moi streamer ça m'intéresse plus, et maintenant je vais être un chef d'entreprise, on va dire, plus classique entre guillemets, et me focaliser sur mes boîtes que j'ai, et plus avoir du revenu qui me provient de moi-même, mais de mes activités annexes. Il y a un peu de ça. Alors, c'est pas exactement le pourcentage qui est important là-dedans. L'idée, c'est que, Adrien, il le sait, oui, le streaming, c'est aussi basé sur la notoriété. Et même si notre public vit avec nous et qu'il est souvent à notre image, parce qu'on est souvent dans des tranches d'âge similaires aux nôtres, avec des références similaires aux nôtres, on n'est pas forcément éternel et un jour, on sera très certainement has-been. Si ce jour arrive, l'objectif, c'était de lancer suffisamment de projets différents pour avoir des sources de revenus très, très variées et parfois de milieux qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que les sociétés dont je vous parlais au début, que sont Individuals, que sont Unexpected, c'est particulier, mais que sont l'agence de PrestaWeb qu'on a fait et d'autres trucs qu'on continue de lancer à côté, dans des milieux qui n'ont rien à voir, parce qu'on était très multimédia au départ, mais on tend à s'en désolidariser de plus en plus. L'objectif de ça, c'est d'investir pendant qu'on a les moyens d'investir, pour multiplier les sources de revenus et potentiellement un jour ne plus être dépendant du tout du streaming. Donc 0%, ça n'arrivera pas, mais c'est l'idée, c'est le truc idéaliste. Et c'est pas que pour la partie financière, c'est aussi pour la partie choix de ligne éditoriale, orientation personnelle. Ce que je disais au départ est très vrai, Adrien, il a vraiment à cœur qu'on se lance plus dans l'événementiel. C'est-à-dire qu'à terme, lui, ce qu'il aimerait, c'est qu'on ait cette possibilité, ce privilège de pouvoir faire un max d'événements. Alors un max, ça ne se traduira pas forcément par 20 à l'année, hein, c'est pas réalisable, mais qu'on puisse en faire le plus possible, parce que c'est ce qui lui plaît le plus, avec la scène, le contact du public, etc. Et que le streaming, ça soit pas la cinquième roue du carrosse, mais que ça soit le truc
qui continue de le faire vivre, qui continuera de faire avec plaisir au quotidien, mais sans avoir de nécessité d'avoir une prog vraiment clairement définie et un taux de stream hebdo minimum pour que ça marche, quoi. Voilà. L'idée, c'est ça, idéalement. Donc on essaie de le faire déjà un peu maintenant, avec plus ou moins de succès, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Quelle était la question du coup? C'est quoi ta journée type chez ZT? Et même si tu es content de ton travail, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer au quotidien? Alors ma journée type chez ZT, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer au quotidien? La journée type, elle est hyper dure à définir parce que ZT, encore une fois, on est 3, on est tous en télétravail, les horaires de boulot ne sont pas fixes. Donc la journée type, elle est difficile à évaluer, mais si je devais essayer, je dirais que la première partie de ma journée, c'est la partie très rébarbative. Donc où je fais vraiment... En fait, je découpe en deux, tout simplement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a la partie très rébarbative, mailing, gestion, compta, etc., carnet de clients, opérations promotionnelles, etc., que je vais faire en première moitié de journée. Et en deuxième, je vais plutôt participer au développement de ce qui constitue notre patte artistique personnelle. Donc développer les événements, imaginer des concepts, voilà, essayer de les mettre en place si on a déjà des idées en contactant les personnes qui peuvent nous aider à faire ça, ce genre de choses. Voilà, je fais à peu près 50-50 entre ces deux trucs-là, quoi. Voilà. Mais du coup, je peux, et ça c'est un peu le bon et le mauvais côté du job, je peux bosser de 10h à 13h, faire une pause, rebosser de 17 à 20, rebosser de 22 à 2h, ça n'a pas de... si jamais vous avez reçu des mails de ma part à 4h du matin, ne soyez pas surpris. Grosse heure d'activité dans le streaming la nuit, mais grosso modo c'est un peu ça. Et c'est difficile à définir parce que comme les plannings d'activité du gaming sont un peu tout le temps les mêmes dans l'année, tu as tout le temps les mêmes gros événements, que ce soit des salons type Paris Games Week et tout, des LAN, et les studios de jeux vidéo, c'est pareil, hein, ça fonctionne toujours de la même manière. Il y a une grosse promo, bah là on est en plein dedans, hein, vous allez le voir, il y a une grosse promo sur octobre-novembre pour préparer les catalogues de Noël, quelle surprise, et le retour de il y aura une belle pause, et le retour de la promo va arriver autour de avril, mai, juin, parce que souvent l'année fiscale pour les studios elle débute aux alentours d'avril, et que du coup pour les vacances scolaires, pareil, en été il faut bombarder de sorties et de promos. Donc voilà, on essaie aussi de caler. L'activité varie beaucoup en fonction de ces trucs-là, parce que forcément, sur des périodes creuses, décembre ou les vacances d'été, je vais avoir beaucoup moins de boulot. En plus, tu as plein d'organismes, de structures qui sont fermées, voilà, simplement, et donc on ne peut pas avancer. Alors que sur les septembre, novembre, et puis février, juin, je fais du non-stop toute la journée, quoi. Ouais. Est-ce qu'à un moment dans l'un de vos projets, vous vous êtes senti au péril ou vous vous êtes dit on va jamais y arriver? Est-ce qu'on s'est senti au péril dans notre projet aussi qu'on n'allait pas y arriver? C'est une bonne question, laisse-moi réfléchir un peu. Alors, en fait, ça dépend pourquoi. Il y a des projets où tu te sens en péril, pas forcément parce que tu vois l'échec financier ou des choses comme ça, parce que tu vois l'échec, enfin pas l'échec, tu vois le contre-coup médiatique que ça t'apporte. Un bon exemple de ça, et ça c'est pas un blâme que je fais, mais c'est, vous l'avez sûrement vu, je sais pas, on a travaillé pour une campagne avec la marque Coca-Cola, je crois que c'était en 2017, et en fait c'était un projet qui était hyper intéressant parce que l'objectif c'était de voyager un peu partout en Europe pour rencontrer des développeurs de jeux indépendants et les interviewer, avoir un insight de ce que c'était leur vie au studio au quotidien, développer leur part artistique à eux, voilà, vraiment c'était faire des rencontres, et c'était sous couvert de se rassembler, Coca-Cola, etc. Bon, pas de souci, dans l'esprit, pourquoi pas. Le problème c'est que, et ça fait partie des choses qu'on apprend et qui sont hyper intéressantes, Coca-Cola c'est un super gros groupe, voilà, et notamment en termes médias, et c'est une OP sur laquelle il y avait beaucoup de personnes qui interagissaient en même temps. C'était hyper difficile de mettre cette marque en avant comme nous on le souhaitait, parce qu'en fait nous on a un ton avec Zerator qui est très ironique, très second degré, parfois un peu comme MV d'ailleurs. Quand quelqu'un nous file un script en régie, on le lit devant tout le monde en montrant la feuille. Enfin voilà, on fait des trucs qui en général se font pas trop avec les gros groupes médias parce que c'est un peu mal vu, parce qu'on sait que ça marche avec notre public et eux c'est pas trop leur truc, quoi. Et c'est le genre de projet où on a vu qu'il y avait un souci parce qu'on s'est dit on communique tellement de manière opposée qu'il y a un moment où soit ça va aller au clash, soit il y aura forcément un déçu. En l'occurrence, là où ça s'est mal passé sur cette campagne, c'est que je pense que tout le monde a été déçu, eux comme nous. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend. C'était très formateur de le faire et je ne le regrette pas, mais ça faisait partie des trucs que nous, au bout d'un certain nombre d'épisodes, on a vu venir en se disant comment on fait, quoi.
Mais bon, on avait signé un contrat et à l'engagement, on a fait du mieux qu'on a pu et tout s'est pas passé comme on aurait aimé, ni comme Coca-Cola aurait aimé, je pense. Mais voilà, on a essayé de faire au mieux et à partir du moment où ça ne matchait plus du tout, bah voilà, hein, on a arrêté, hein, tout simplement. Après, sur la partie financière, bah, Zilan nous a beaucoup stressé en réalité, parce que c'était la première édition et que c'est une édition qu'on a eu beaucoup de mal à sponsoriser. Et voilà, je pense que c'est là comme ça, c'est à peu près tout. Je me rappelle pas après de tout parfaitement. Je pense que la première Trackmania Cup en salle aussi a été un peu stressante, parce que le passage de la petite salle à grande salle, bah forcément, qui se faisait 2 semaines avant, on n'était pas sûr de rentabiliser ce truc-là. Voilà, je crois que c'est les 3 gros exemples que j'ai là comme ça, mais il y a souvent eu plus de peur que de mal, hein, en réalité, par chance. Est-ce qu'il y a une autre question à tout hasard? On spoil bientôt, hein, si jamais. Ouais. Moi j'aurais une question concernant Zilan. Est-ce qu'à terme vous avez pour objectif d'avoir un public éventuellement pour toute la compétition ou juste pour les dernières phases? Alors, est-ce qu'on a pour objectif d'avoir du public sur Zilan à un moment? C'est en réflexion, on ne sait pas en fait. C'est en débat parce que il y a des bons côtés à ne pas avoir de public, et il y a des bons côtés à en avoir un. Le bon côté à ne pas en avoir, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que alors il y en a 2 gros. À partir du moment où il y a du public pour les influenceurs qui viennent, même si j'aime pas ce mot, l'événement n'a pas du tout la même saveur, parce que forcément, bah, les sollicitations ne sont pas les mêmes. Et du coup, bon, il y a eu un mélange sympa qui s'est opéré à Zilan, parce que c'était dans un cadre assez intimiste. Je ne sais pas s'il y aurait la même chose avec du public présent. Voilà, ça serait le premier défaut. Le deuxième, c'est qu'à partir du moment où tu n'as que du public, les normes de sécurité et les coûts n'ont rien à voir. Et c'est très nettement supérieur. Donc c'est un point à prendre en compte. C'est pas forcément un mauvais point, parce que les bons points quand tu as du public, bah, c'est que l'ambiance dans la salle, elle tue. Et ça, c'est le meilleur point de tous. Et puis, c'est que tu peux faire plein de choses avec un public, que ça soit... Alors bon, là, on rentre dans des trucs très commerciaux, mais en termes financiers, ça peut être hyper rentable d'avoir un public aussi. Hein, parce que bah, le public qui paye des places, ça te rembourse une partie de l'événement, donc ça crée une sorte de sponsoring quelque part. Le public, bah, il peut aussi, dans une certaine mesure, acheter des produits dérivés, donc pareil, c'est une autre source de rentabilisation de l'événement et de rentabilité, et c'est chouette. Et puis voilà, bah, le public, c'est aussi un truc qui, en termes de statistiques pures et de métriques, te permet derrière, pour les éditions suivantes, de potentiellement justifier de certains budgets de sponsoring, parce que tu rassembles des gens et que ça a de la valeur, quoi. Donc voilà. Mais nous, au final, vu qu'on a pu faire l'événement sans public, la seule chose qui nous intéresse si on a du public, c'est l'ambiance. Parce qu'on se dit que bah, pour au moins peut-être une partie, on ne sait pas en fait, on y réfléchit, on n'a aucune idée, mais ça serait peut-être cool de pouvoir offrir ça à du public et d'avoir un autre type de rassemblement. Mais comme ça pose beaucoup de contraintes, on n'a pas encore fait de choix, on ne sait pas, c'est pas évident. Je voulais savoir par exemple pour la prochaine Trackmania Cup, quelles vont être tes principales tâches à réaliser et celles que vont faire du coup ZQSD Production? Alors, sur les événements comme Zilan et Trackmania Cup, donc quelles sont mes tâches et quelles sont celles de ZQSD Production, c'est toujours un peu la même chose. En vrai, moi, sur des événements comme ça, qui sont des gros événements avec prestations scéniques, etc., j'ai pas tellement l'expertise. Parce que moi, mon expertise à la base, elle vient surtout de la gestion des influenceurs et du réseau. Donc en fait, la partie sur laquelle j'aide ZQSD Production, ça reste celle-là. Donc c'est majoritairement de la com et de la recherche et de la gestion de sponsoring. C'est les seuls trucs sur lesquels je peux les aider. Après, une partie logistique où je peux les aider, bien sûr, parce que c'est ce que je fais pour The Event et toutes les interventions d'Adrien en événement. Mais moi, ça se limite un peu à ça. Le reste, alors après, évidemment, je peux apprendre et je pense que voilà, on peut être tous un peu polyvalents. Mais grosso modo, eux, ils vont avoir tout le reste de la partie qui est très technique et très création événementielle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé le concept avec Zerator, ben, eux, au-delà de la recherche du sponsoring, ils doivent ils font tout le rapport avec la salle et les techniciens, et puis ils doivent mettre en place toute la partie scénique, donc l'habillage, le dispositif du spectacle. Parce qu'après, ça c'est un truc qu'on montre moins. On a rarement fait des making-of où on voit ça, mais il y a une grosse partie de répète aussi où la veille, on cadre encore plein de trucs du type les lumières, les positions sur scène, les entrées, etc. Et ça, ils font tout en fait. Ils vont gérer la vente des billets, et j'oublie 1 milliard de trucs, mais en gros, tout ce qu'il y a sur l'événement, à part une infime partie du sponsoring et de la com, c'est eux qui gèrent, quoi. Donc c'est gros quand même, ouais. Étant un acteur majeur de la logistique et de l'organisation, comment tu aurais imaginé l'organisation du Z-Event si le seul goal de Zerator d'en faire un par mois avait été atteint?
C'est une question rigolote. Donc si le sub-goal de Zerator avait été atteint, comment j'aurais imaginé l'organisation d'un event par mois? Alors déjà, à la baisse, je t'avoue, toute franchise, on n'aurait peut-être pas réuni 50 personnes par mois, on aurait peut-être réuni genre 5-10. Parce qu'en fait, moi je me suis projeté dans le défi pour rire, en me disant, bah, allez, admettons, ça n'arrivera pas, hein, mais admettons, techniquement, The Event, c'est le nom qu'on donne à l'événement, mais en fait, on en fait ce qu'on veut, puisqu'on est les créateurs, donc du coup, on peut le modifier comme on veut. Moi, j'ai pas de contrat ou de brief qui m'impose d'avoir 50 personnes à The Event et un truc qui dure 50 heures. Donc on aurait pu imaginer un plus petit regroupement par mois où on est 5-10 et qui dure vachement moins longtemps. C'était déjà la première piste pour que ça soit faisable. La deuxième, c'est qu'on aurait pu imaginer qu'on soutienne plusieurs fois d'affilée une même association, du coup, pour éviter, ou qu'on alterne entre un certain nombre, mais qu'on, je sais pas, on en prenne 3-4 et qu'on fasse un coup l'une, un coup la deuxième, ainsi de suite, et qu'on fasse un roulement comme ça aurait limité les process, parce que ça évite de changer tout le temps, et que c'est aussi ça qui, en termes d'organisation, pose des difficultés. Et puis surtout, quand on est moins nombreux, il y a beaucoup moins de soucis, parce que du coup, j'ai pas de salle à trouver, j'ai pas de matériel à louer, parce que si on est peu nombreux, soit on a ce qu'il faut en réserve, soit chacun peut ramener son truc exceptionnellement, et après ça tourne tout seul. Donc voilà, au final, je pense que c'était la meilleure manière de réaliser un peu le truc. Si l'objectif et le défi avaient été d'en faire un à la même échelle que celui qu'on fait là chaque année, mais tous les mois, je vais pas mentir, c'est impossible. Voilà. Donc, ouais. Et puis de toute façon, les streamers, ils n'ont jamais les dispos dans leur planning et ça va vite les gonfler. Hein. Il y a une limite à tout, je pense. Ils sont déjà bien volontaires et c'est assez cool. Donc, voilà. Et ça aurait forcément fait perdre en impact à l'événement, ça c'était le gros défaut, et ça aurait été dommage. Ça aurait, je pense, même lassé le public à terme. Ouais. Tu l'as dit, vous avez 3 événements majeurs, donc Zilaz, Elevelt et Trackmania Cup. Est-ce que malgré tout l'engouement que ça a aujourd'hui, est-ce que vous avez peur que le concept s'essouffle? Et dans cette optique-là, est-ce que vous avez commencé déjà à imaginer de nouveaux projets, des événements de ce genre dans les tuyaux? Alors, en effet, on a 3 événements majeurs à l'année, et est-ce qu'on a peur que ça s'essouffle? Est-ce qu'on a déjà imaginé d'autres choses pour le concept, enfin pour remplacer en tout cas? Zilan, pas encore, parce que Zilan, on n'a fait qu'une édition. Donc ça, on se dit qu'on a pas mal moyen de le renouveler pour l'instant et qu'on a de la marge. The Event, on est à 3 éditions, mais comme c'est un événement qui est un peu en roue libre, et puis pareil, il n'y a pas... Enfin, là où des Trackmania Cup ou des Zilan sont des formats très précis, c'est-à-dire que tu as un format de compétition, ça impose un minimum de critères à respecter, The Event, en vrai, on en fait ce qu'on en veut. Donc un jour, si on veut complètement changer la ligne édito du truc, on peut. Donc ça ne nous fait pas trop peur. En fait, nous, la peur qu'on a, enfin moi la peur que j'ai, je sais pas pour Zerator, mais la peur que moi j'ai avec The Event, c'est est-ce qu'un jour, nous, on va pas se lasser de le faire? Et si ça arrive, qu'est-ce que c'est l'alternative? Parce que je pense que c'est un truc qu'on peut pas annuler, arrêter. Donc je pense que si un jour, nous, ça nous tient plus autant à cœur, on devra passer la main à quelqu'un. Je pense que c'est la seule alternative viable. Peut-être que c'est pas le cas, mais c'est en tout cas moi ce que je me dis. Pour Trackmania Cup, en revanche, puisque l'événement commence à dater un peu, la question se pose vraiment. Et à ça, on n'a pas encore la réponse parce que c'est toujours difficile, là, de jauger de l'intérêt du public. Parce que pour l'instant, c'est un événement qui se remplit chaque année hyper vite. Là, on l'a vu avec Bercy qu'on ne pensait pas remplir, on l'a rempli dans la première soirée quasiment, à peu de choses près. Donc on était, comme pour The Event, en fait, on est surpris à chaque fois des statistiques et des chiffres que ça fait, toujours, on n'en revient pas. Donc on se demande où est la limite. Et puis surtout, on se demande, est-ce que là, c'est parce que c'était la salle qui a créé l'engouement? Est-ce que parce que les gens voient le truc grossir et peut-être ils se disent aussi eux-mêmes, sans que nous on en parle, ils se disent peut-être que ça sera peut-être la dernière un jour et que du coup, il faut en profiter maintenant, j'en sais rien en fait. Ou est-ce que juste ils se posent pas la question, l'événement leur plaît et ils viennent quoi. Donc ça fait partie des questionnements qu'on a. Trackmania Cup, là où on se pose la question, c'est que c'est sur le même jeu très exactement, c'est sur le même épisode de Trackmania depuis le début que Trackmania Stadium. Et à un moment, la scène est nichée, peut-être que ça va passer de mode, peut-être que ça va lasser aussi les joueurs eux-mêmes, les pros, et c'est là qu'on ne sait pas. Donc oui, on a déjà réfléchi, sans se dire qu'on va les mettre en place, mais on a déjà réfléchi à d'autres types d'événements qu'un jour on aimerait faire pour avoir des plans de secours, en gros, et qu'un jour, si on se dise, soit on fait une pause, soit on arrête carrément, on ait autre chose à mettre à la place et que ça soit quand même sympa. Mais bon, ça pour le coup, évidemment, je peux pas en parler. Tu parlais de Z Agency. Ouais. Est-ce que, alors déjà, comment ça marche concrètement? Quel genre de streamer il y a?
Et aussi, est-ce que le but à terme, le moment où Zerator va passer des années, etc., le but c'est de trouver de nouveaux influenceurs et peut-être même les dénicher alors qu'ils sont tout petits ou quoi? Oui, alors The Agency, comment ça marche? Donc The Agency, c'est une société qu'on a montée en collaboration avec ZQSD Productions. Bon, le rapprochement, il était assez évident. On travaille avec ZQSD depuis des années sur nos prestations personnelles à Lyon eSport et puis sur Trackmania Cup Zilan et aussi un peu The Event. Donc on est tout le temps avec eux. Et comme je disais, ils ont l'expertise événementielle studio et nous, on avait le réseau et la gestion de talent. Donc on s'est dit, si à un moment on veut faire des opérations clés en main pour des studios de développement, entre autres, mais pourquoi pas d'autres clients aussi, des salons, des marques diverses, il y a une connexion logique à faire. C'est comme ça qu'on a monté cette agence. Alors comment elle marche concrètement? Le principe des agences, jusqu'à maintenant dans le milieu du gaming, il était souvent simple. Bon, les boîtes qui ont des agences, elles ne sont pas hyper nombreuses, mais parmi les plus connues, vous avez évidemment Webedia. Vous avez Mixicom qui a été racheté par Webedia. Donc si vous ne connaissez pas Mixicom, c'était une société, alors je ne connais pas parfaitement l'entreprise, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui était plutôt orientée sur l'univers de YouTube et qui avait sous son aile des personnes comme Cyprien, Squeezie, Norman, Kemar, Natou, etc. L'idée, c'est d'avoir un panel d'influenceurs à proposer, qui sont dispo, qu'on sait qu'on peut joindre, etc. On a fait pas mal d'OP avec Gotaga notamment aussi, avec qui on a l'habitude de bosser, qui est un dé, voilà. Et quand les studios arrivent avec des appels d'offres, parce que souvent ce qui manquait sur le milieu du jeu vidéo et du streaming, c'était de la diversité. En fait, quand ils faisaient un appel d'offres, il n'y avait pas 50 agences pour répondre. Aujourd'hui, on a un peu plus. Quand ils arrivent avec un appel d'offres, le but c'est de leur montrer le panel des gens à qui on a accès, d'essayer de proposer des tarifs qui sont concurrentiels, évidemment, pour qu'ils s'y retrouvent, et surtout de faire les meilleures prestations possibles clés en main, c'est-à-dire où le studio il te donne un brief, il te dit fais-moi ça, et même très souvent il va te dire moi je veux mettre ça en avant, débrouille-toi pour me trouver un truc cool, on lui présente, on lui fait valider, et derrière on sollicite tous les intervenants choisis par le client pour mettre en avant son produit de la meilleure manière possible. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, et sur ce principe, là encore on se retrouve un peu avec le même schéma que sur les événements. ZQSD va beaucoup gérer la partie effective de la relation client et gestion du studio et des scènes, et moi je vais plutôt faire du relationnel avec les influenceurs, parce que comme je les connais depuis des années, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir accès à eux et d'avoir des réponses rapides que pour des institutions qui parfois sont un peu trop formelles et on ne sait pas trop d'où elles sortent. Donc voilà, ça se découpe un peu comme ça, et après, évidemment, quand il se trouve que dans notre panel proche, il y a des gens qui ne plaisent pas toujours aux clients, on essaye d'en dénicher d'autres. Soit des fois, ils sont déjà un peu connus de la scène, ou ils sont plus petits sur la scène, et on les trouve un peu comme ça en cherchant, mais ils sont déjà actifs. Soit des fois, ils ne sont pas connus du tout, et justement, ça peut être un bon pari, parce qu'il y a un parti pris derrière, ou il y a quelque chose. Quoi. Mais on essaie de faire un juste milieu entre tout ça, et de proposer les meilleures mises en avant de produits clés en main au studio. Voilà. C'est bon, plus de questions? Eh bien, si. Suite à la première Zilan, certains studios ont-ils contacté d'eux-mêmes pour faire figurer leur jeu à la seconde? Alors, suite à la première Zilan, est-ce que des studios nous ont contactés pour faire figurer leur jeu à la seconde d'office? Non, en l'occurrence, pas que je sache. C'est vrai que ça pourrait paraître surprenant. Non, c'est pas le cas. Peut-être que ça arrivera aussi parce que il y a aussi le côté où je pense que les studios de jeux ça avance pas toujours. Donc peut-être qu'il y a certains responsables commerciaux qui viendront nous poser la question un peu en backstage quand ils sentiront que ça approche. Donc je pense plus fin de l'année. C'est pas dit, hein. Je fais des plans sur la comète. Mais je suis pas sûr qu'on soit si sollicité que ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris, attends, je vais me faire harceler au téléphone, il y en a beaucoup qui ont compris qu'on prenait des jeux un peu à contre-courant si possible. Donc justement, il y a aussi des indés qui pourraient se dire, on tente notre chance, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Voilà. Après, il y a des gens avec qui on bosse facilement aussi. C'était le cas de Team 17 qu'on était allé rencontrer pour la campagne Coca, dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Donc voilà, on aura à cœur, nous, de ressolliciter ceux avec qui on trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire. Ça a rarement été refusé. Je pense que, d'ailleurs, si vous avez suivi, on avait eu un seul problème avec Rocket League l'année dernière, qui était au final, pas un si gros problème, parce que ça avait fait râler des gens, mais ça pouvait se comprendre et c'était pas très grave. Et on l'a solutionné assez vite, donc moi, ça ne m'inquiète pas trop. Mais non, étonnamment, on n'a rien reçu du tout. Ouais. Ça aurait pu. Ouais. Ah, oui, alors ça, c'est très différent, par contre. Les associations, depuis The Event 2018, moi, ma boîte mail, elle prend feu, clairement.
J'ai pas vraiment de parade à ça parce que le problème des associations, et enfin, alors, quand on s'est lancé là-dedans avec Zerator, moi je vous connaissais pas si bien que ça, le milieu associatif, je pense, peut-être comme vous, j'en sais rien, ou peut-être pas, mais j'en apprends tous les jours dessus, et c'est là qu'on réalise le nombre d'associations qui existent, vraiment, qu'elles soient régionales, nationales, peu importe, départementales, enfin voilà, il y en a dans tous les sens. C'est très très difficile de gérer autant de sollicitations, parce qu'il y en a bien trop, et que, comme je le disais, je fais la majeure partie de l'organisation de l'événement en amont sur le plan administratif, logistique. Du coup, j'avoue que maintenant, les sollicitations d'assaut, c'est par plusieurs centaines, voire je pense qu'on approche du millier. Là. Et ouais, ma boîte mail prend vraiment fait. Et du coup, là, j'avoue que la seule parade que j'ai, elle est un peu triste, mais malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Comme je ne peux pas trier autant de dossiers tout seul, tout examiner, rencontrer tout le monde, souvent j'ai un peu la même réponse formatée qui est on ne prend plus les sollicitations parce qu'on en reçoit trop et c'est nous qui contacterons les associations qui nous intéressent. Donc évidemment de mon côté, dans la mesure du possible, j'essaye de lire le plus les mails, me renseigner, stocker les profils que je trouve un peu pertinents et s'il y a possibilité, et j'aimerais qu'il y ait possibilité, j'irai rencontrer ceux que je trouve assez chouettes pour voir un peu derrière comment ça se passe. Mais oui, là la sollicitation elle est très 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 nettement supérieure à ce qui se fait dans le milieu du jeu vidéo paradoxalement. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne crois pas qu'il me reste grand-chose à vous dire à part merci pour votre attention. Donc, voilà, merci à la question. Je ne sais même pas combien de temps on a mis. Ouais, quand même. Je croyais que ça allait être difficile d'atteindre 16 heures, mais il ne nous reste pas tant de temps que ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'était un privilège d'être là. Vous avez été hyper assidus et attentifs, c'est impressionnant. Donc voilà, j'espère que j'en croiserai certains d'entre vous. N'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous nous voyez en salon. Et puis désolé par avance si on n'a pas le temps, mais on fait au mieux. En tout cas, sachez que si vous nous écrivez des mails, je vous répondrai. Voilà. Bonne fin de journée à tous.